Bonjour Julie, bonjour tout le monde, bienvenue dans le 29e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, alors un 29e épisode qui est surtout l'avant-dernier pour l'année 2023, assez riche en cinéma Morgane. Ouais, effectivement, on a vu quasiment 100 films en salle, il me semble. Oui, alors peut-être un peu moins, mais disons que si on compte tout ce qui est cinéma, VOD, sortie directe en VOD, sortie sur les plateformes de streaming, oui, on arrive à 100. Et je pense de toute façon, d'ici la fin de l'année, on approchera peut-être les 120, quelque chose comme ça. Eh bien, on est beaucoup allé au cinéma où on a beaucoup passé de temps devant nos écrans. Je rassure nos auditeurs, on a aussi fait des sorties en plein air, on a vu le soleil. En tout cas, pour ce qui est de nos tops respectifs de l'année, Morgane, on en parlera pour le 30e épisode parce qu'on a quand même quelques différences. Heureusement, on a chacun notre personnalité, on n'a pas aimé forcément les mêmes choses. Oui, on n'est pas qu'une seule entité, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Et d'ici là, on avait un autre sujet en tête. Alors, ce sera peut-être un petit peu bordélique par rapport à d'habitude. D'abord parce qu'il n'y a pas de script pour le sujet qui fâche qu'on va aborder pour le 29e épisode. Enfin, quasiment pas, Morgane. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment, je trouve, été abordé dans la presse, dans les médias. Et en même temps, c'est une tendance un petit peu récente qu'on voit pas mal. Bref, on va parler, c'est comme ça qu'on l'a appelé, de l'iconisation du cinéma. C'est une marotte qui nous suit depuis quelques temps déjà. Si vous nous suivez depuis le début, ou voire plusieurs épisodes, hein, pas forcément depuis le début, mais vous reconnaîtrez en fait le sujet dont on parle, parce qu'effectivement, on a évoqué à plusieurs reprises cette impression que le cinéma est devenu une sorte d'usine à même. C'est un terme d'ailleurs que j'avais utilisé, tu te souviens Julie, pour parler de Megan. Oui. Parce qu'il y avait des séquences qui étaient reprises partout dans les réseaux sociaux, même au niveau marketing pour vendre le film. Et oui, justement, le cinéma est devenu une usine même à image forte, voire iconique, hein, d'où le terme du titre du sujet qui fâche, afin de créer une forme de culte instantané. Et ça ne touche pas effectivement le cinéma, tout le cinéma en fait. En général, on va dire que ça concerne un certain type de film. Et c'est une tendance émergente depuis quelques années, renforcée par l'usage démocratisé des réseaux sociaux. Oui, et puis ça touche pas que le cinéma, Morgane. Enfin, je pense qu'on peut dire que ça touche la musique, la BD, bon, pas la littérature, parce que c'est pas un art de l'image. C'est un art qui peut susciter des images quand on lit des livres, mais en soi, il n'y a pas d'image dans la littérature. Mais bref, tout ça pour dire que ça touche un peu tout. Bon, on reviendra un peu plus tard de savoir qui est la poule, l'œuf, si c'est créer des mèmes ou si le mème crée le cinéma. Bref, on parlera de tout ça. Non, mais après, bon, le cinéma étant l'art visuel par excellence, effectivement, c'est évident que ça touche le cinéma. Et Julie, tu tenais absolument à en faire un sujet qui fâche. D'ailleurs, on voit plusieurs personnes exaspérées sur les réseaux sociaux dernièrement. Encore là, tout à l'heure, je t'envoyais un tweet où on voyait une superposition de Poor Things. Il y a une séquence de danse, apparemment, je n'étais pas forcément au courant, avec Emma Stone et Mark Ruffalo, superposée à Babylone de Damien Chazelle, avec la musique insupportable de Justin Hurwitz. Et j'en ai déjà marre, je n'ai pas envie de voir le film de l'audience. Qui ne nous échappera jamais. Donc, vous aurez compris de quoi on veut parler par iconisation du cinéma. Oui, alors je ne sais pas si c'est un bon choix de terme, Morgane, iconisation du cinéma ou pas. Enfin, moi, c'est celui qui me semble le plus approprié, iconisation du cinéma iconique. Bref, on est dans, entre guillemets, l'iconique, c'est-à-dire c'est des petits morceaux d'images, donc ça peut être des images statiques, fixes, ça peut être des séquences qui sont retirées, extirpées des films et qui sont non pas détournées, mais on va dire répétées à l'envi pour vendre un film. Alors, c'est un peu compliqué ce que j'essaie de définir, mais ce que je veux dire par là, et pour reprendre un peu ce que tu as dit, Morgane, en introduction, c'est qu'on dirait, enfin je dis on dirait, c'est une sensation, on dirait, c'est une impression qu'on a, toi et moi, qui est partagée, que quelque part, le cinéma récent, essentiellement américain, mais ça commence un peu à venir en France aussi,
ne se vend plus que par l'iconisation d'un film. Quand je dis ça, c'est que bon, il y a toujours des modes de vente d'un film qui sont traditionnels. Ça va être le casting, ça va être l'histoire, ça va être le genre, voilà, des choses comme ça. Enfin, quand je dis le scénario aussi, par exemple, des films qui vont, on va dire, reprendre des figures qu'on a déjà vues, des figures de super-héros, par exemple. Mais là, ça va plus loin. C'est comme si, on va dire que les outils de promotion les plus récents des films étaient justement cette capacité à créer des images qui sont resservies, recrachées, mais dans une espèce de boucle infernale sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on a parlé, Morgane, de Twitter, mais c'est aussi le cas sur TikTok, puis après, ça se déverse sur Facebook, ça se déverse sur Instagram. Bref, on va dire dans le monde virtuel, j'ai envie limite de dire dans le multivers, on ne voit que ça pour produire des films. Alors, ma question principale, c'est est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est intentionnel ? Je pense que c'était accidentel. Je pense que c'est devenu de plus en plus intentionnel. Je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, Morgane. En fait, oui et non, mais je pense qu'il y a des films qui c'est pas forcément volontaire. Je suis pas sûr que Damien Chazelle voulait faire un film avec des séquences iconiques, mais en même temps, enfin voilà, déjà j'ai l'impression que ces genres de séquences, c'est beaucoup des séquences musicales, t'es d'accord Alors oui, et j'allais peut-être ajouter, Morgane, que pour effectivement contrebalancer ce que tu dis, c'est peut-être pas intentionnel dans le cinéma d'auteur. J'aime beau pas aimer Damien Chazelle, ce qu'il fait, ça reste du cinéma d'auteur, qu'on le veuille ou non. Oui, voilà, il y a une intention de cinéma qui n'est pas forcément corrélée à ce côté un peu marketing que tu peux avoir. Justement, on parlait de Megan. Malheureusement, le film est ce qu'il est. Hein, il était pas nul, mais je veux dire, il y a des séquences, tu sentais que c'était fait notamment pour être mis en avant dans le découpage, etc., pour que ce soit vendu comme un produit d'appel en fait du film. Et je parle de Megan, mais on peut parler en général de tous les grosses productions à vocation d'exploitation, on va dire, pas forcément où il y a un auteur enfin Oppenheimer par exemple, ou même Barbie, et même si bon, Barbie c'est un film, c'est une comédie, donc souvent tu isoles des moments qui sont des blagues, des punchlines, et oui, évidemment, ça fait un produit d'appel, mais après, bon, c'est une comédie, donc voilà, le genre en lui-même est facile pour ce genre de séquence. Et on parlait d'iconisation, mais ça peut être aussi, en fait, le terme mémisation, si on peut dire, le fait que le cinéma est réduit à une sorte de mème, en fait, comme un peu tout ce qui est sur Internet, ou gifisation, si on peut créer le terme, parce qu'effectivement, c'est comme, en fait... Comme en plus sur Twitter, les vidéos se réenclenchent automatiquement, t'as l'impression de voir un gif. Alors ça peut être des séquences d'1 minute, hein, mais voilà, c'est assez... Enfin, je pense que c'est assez représentatif du terme en fait qu'on voulait mettre en place. Cela dit, ouais, Morgane, moi j'ai envie de distinguer l'iconisation. Enfin, c'est vrai qu'on navigue un peu à vue dans ce débat, mais c'est quand même assez important, je trouve, parce que ça montre aussi d'une certaine manière comment le cinéma est dévoyé. Mais j'ai envie de distinguer l'iconisation du principe du mème. Alors bon, au cas où tout le monde ne sait pas ce que c'est un mème, j'ai retrouvé la définition de l'Oxford English Dictionary, qui est en meilleur anglais que mon accent. Donc un mème au sens général est, je cite, un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par d'autres moyens non génétiques. Je trouve que cette définition ne veut strictement rien dire. Ouais, on navigue un peu pas clair. Donc, terra incognita. Quitte à proposer, on va dire, une définition du mème, de mon point de vue, je dirais que c'est une manière de se débarrasser du langage au sens du langage parlé ou écrit via une image compréhensible plus ou moins par tout le monde. Je sais pas si ça te semble assez crédible. Bon, c'est un peu approximatif. Si, Morgane, c'est ça. Mais... Puis après, chacun en plus peut, dans un mème, tu sais, il y a des passages avec des bulles, par exemple, un petit côté un peu BD. Bien tu sûr. peux modifier le sens, enfin, en écrivant par-dessus ou des choses comme ça. Effectivement, c'est un détournement et c'est forcément visuel parce que c'est des images. Donc, mais pourquoi pas le cinéma après quand on parle effectivement de mémisation du cinéma, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a quand même ce côté un peu on reproduit, on répète tout le temps la même séquence. T'as même des séquences qui sont réutilisées en fait pour dans le but de provoquer de produire un discours sur quelqu'un qui veut balancer un truc. Il rajoute la vidéo et ça fait un effet de mème en fait pour appuyer son discours. Donc voilà, on arrive à un moment donné où je pense que le cinéma, effectivement, on est dans l'époque des réseaux sociaux.
où tout le monde ou presque a un réseau social, que ce soit, je dis Twitter, mais il y a aussi TikTok, Snapchat et compagnie, et du coup, effectivement, le cinéma devient une usine, effectivement, à produire des images, des mèmes, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mèmes, d'ailleurs, qui sont issus du cinéma. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui du petit enfant dans le sixième sens qui pleure et qui dit que je vois des morts. Moi, je l'utilise souvent pour le détourner, quoi. Mais après, là, c'est des images statiques, mais je veux dire, c'est des images en mouvement du cinéma qui sont elles-mêmes utilisées pour ce genre d'idée, quoi. Oui, c'est vrai que pour reprendre ton exemple, Morgane, pour celui de l'enfant dans le sixième sens, pour moi, on est un peu dans une autre catégorie. En fait, on est dans la même, mais disons que c'est un peu... c'est bizarre de parler de ça alors que ça fait qu'il y a quelques années, mais j'ai envie de dire que c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on voit en termes d'iconisation du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis que les mèmes existent, des mèmes liés au cinéma. Donc c'était effectivement des images statiques avec une police particulière très bâtonnée, très épaisse, blanche et des mots resserrés. Là, dans l'iconisation du cinéma, dans les scènes, en fait, les séquences qui sont découpées, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie, pour moi, qui se rapproche, on va dire, des répliques cultes, par exemple, telles qu'on pouvait les avoir dans les comédies françaises. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui, par exemple, parlaient entre eux en faisant des références à, je vais dire n'importe quoi, mais OSS 117, aux Visiteurs, ou même pour des séries à Kaamelott. Bon, on a ce côté, on sélectionne une séquence culte comique. C'est le cas, par exemple, comme on l'a vu avec Pacifiction de Albert Serra récemment, où il y a Benoît Magimel qui répète je suis pas ton ami, alors que quelqu'un d'autre lui dit mon ami. Bon, voilà, ça pour moi, ça fait partie de l'iconisation, et c'est dans la catégorie, pour ce film-là, involontaire. On a aussi l'iconisation pour des scènes qui, en fait, marchent très bien parce que ce sont des films, moi j'appelle ça limite des appos à naïfs. Je suis désolée, c'est pas gentil, mais avec des films où on sait que des gens vont les voir et vont se reconnaître dedans. C'est par exemple le cas dans Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, quand, je sais plus le nom de l'actrice, c'est Renate Slemve, je sais plus. Bref, donc on va dire... La bonne question. Non, mais c'est la bonne question. Enfin, j'ai oublié son nom. Tant pis, mais disons quand Julie, dans le film, court alors que tout autour d'elle s'est arrêté à Oslo et qu'elle est seule à vivre de son environnement. Bon, quand toi et moi, Morgane, on a vu ça au cinéma, on savait que la séquence allait être découpée et repostée énormément de fois sur les réseaux sociaux. Ça marche parce que les gens se reconnaissent là-dedans. Il y a cette séquence. Il y a de la même manière la séquence à la fin de Babylone, quand on a un des personnages principaux qui pleure devant l'écran avec un empilement d'images. Ça, pareil, ça a été découpé parce que les gens se reconnaissent dedans. Pour donner un dernier exemple en la matière, pour le film qui va bientôt sortir et dont on parlera au 30e épisode, Past Lives de Céline Song, pareil, il y a des moments, on le sait, Morgane, qui vont être découpés parce que les gens vont se reconnaître dedans et voilà, ils vont se les échanger par phénomène d'identification. Et après, il y a, on va dire, l'iconisation plutôt basique, qui est de littéralement faire du personnage une icône. C'est le cas dans Megan, avec la scène où la poupée danse. C'est le cas accidentellement dans le film Drunk de Winterberg, avec Mads Mikkelsen qui est en train de danser. C'est marrant, en fait, c'est souvent des scènes de danse quand on y pense, sur une table, alors que il a bu un peu trop d'alcool. Bref, souvent, pour l'instant, c'est encore involontaire, mais de plus en plus, et c'est là où je trouve qu'on est sur une amorce qui est un peu dangereuse, quelque part, d'un point de vue artistique, c'est qu'on sent qu'il y a des films qui s'emparent de ce phénomène, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais dans l'espoir qu'une de leurs séquences sera reprise sur les réseaux sociaux, qu'elle sera iconisée pour faire vendre, en fait, pour faire des bénéfices. Ouais, c'est ça. Et puis accidentellement, tu le dis, Julie, j'y pense récemment, il y avait le film de Todd Haynes, May December, avec la séquence où elle ouvre la porte du frigo avec Juliette Moore. Et voilà, il y a cette séquence qui est reprise partout et tout le monde l'utilise. Et en fait, c'est normal, hein, c'est la logique même du... tu te rends compte que maintenant, on utilise tous du langage visuel pour évoquer des choses, etc. Et tout le monde, effectivement, oui, tu disais, les gens se reconnaissent ou les gens l'utilisent pour en parler. Maintenant, en fait, c'est marrant parce que le film est sorti, il y a 2 semaines sur
dans Netflix, peut-être une semaine. Pour May December ? Ouais, aux Alors, États-Unis. Aux États-Unis, oui, pas sûr, encore en France, où il sortira au cinéma. Bien sûr. Et le jour même, il y avait déjà des gens qui découpaient les vidéos. Et en fait, c'est ça, c'est que maintenant, en fait, j'ai l'impression que, alors c'est pas forcément volontaire, effectivement, des réalisateurs, mais il y a des manières en fait, de se représenter le cinéma, d'aimer le cinéma, en fait, par morceaux, par images, et de réutiliser de manière, limite ad nauseam, en fait, parce que jusqu'à la nausée. C'est un peu, pardon Morgane, mais la course à l'échalote de qui découpera le premier, la séquence, qui sera répétée énormément de fois. Ouais, alors même pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le premier, mais même au-delà d'être le premier, c'est de vouloir découper la séquence et ensuite de vouloir la partager et que tout le monde la réutilise. Alors forcément, il y a une recherche du succès, de la célébrité, la célébrité, des likes, comme on dit. De l'influence. Voilà, de l'influence. Du nombre d'impressions, enfin voilà. Et on voit très bien que c'est ce genre de tweet marche. Hein, quand on regarde. Moi, je parle de Twitter parce que j'ai pas trop les autres. Mais je suppose que sur Instagram, c'est la même chose. C'est pareil. Et en plus, ça joue aussi de quelque chose que là, je connais un peu, qui est que les vidéos. Enfin, autant sur YouTube, en fait, YouTube est épargné par ça. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, si on reprend quelques secondes d'image d'un film, on est retoqué. C'est-à-dire la chaîne est retoquée, la vidéo elle est censurée, bon, la plupart du temps. Sur TikTok, c'est pas le cas. Et sur Twitter, c'est encore moins le cas parce que sur Twitter, on peut poster jusqu'à 2 minutes de vidéo, mais si on est certifié, c'est-à-dire si on paie Twitter 10 € par mois, on peut poster jusqu'à 10 minutes de vidéo. Donc là, bien évidemment, c'est la porte ouverte à ce qu'on peut appeler une dérive. Ouais, c'est ça. Et encore, je te dis ça, moi, la dernière fois, j'ai voulu poster une vidéo sur Twitter, c'était 40 secondes. Il m'a dit, si tu veux mettre plus, faut être certifié. Oh bah, c'est de pire en pire, dis donc. Bah ouais, voilà. Non, mais c'est marrant parce que du coup, on se retrouve avec une vision du cinéma qui est, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais métonymique. En fait, on se sert d'une séquence pour parler de tout le film. Et en fait, même juste d'une séquence, alors je vois, il y a notamment des comptes qui sont des comptes de Twitter esthétique cinéma qui aiment bien dire l'esthétique du cinéma, l'esthétique du réalisateur. Alors juste sur le principe de la métonymie, je trouve que c'est un excellent terme parce que si on comprend le même comme une métonymie, l'iconisation du cinéma, c'est comme quelque chose de métonymique par rapport au cinéma. Exactement, c'est pour ça. Ouais. Alors c'est peut-être le bon terme, celui qui fasse la métonymisation du cinéma. mais non, mais du coup, on se retrouve effectivement, donc, notamment via ce genre de comptes Twitter qui sont voués qu'à repartager tout le temps des séquences en fait découpées, il n'y a même pas de discours, ou alors si ils vont dire quelle est votre séquence de danse préférée, mine, genre la mienne, et ils te mettent 2 points et la séquence, voilà. Et maintenant il y a ça tout le temps partout, et effectivement ça c'est toujours les mêmes images en plus qu'on voit, c'est toujours les mêmes films qu'on voit, et d'où le côté où en fait le film n'existe quasiment plus que par ça et pas par du discours autour du film et par lui-même en fait, parce que du coup effectivement Babylone, maintenant j'ai plus trop de souvenirs du film, bon c'est un peu quand même, mais j'ai l'impression d'avoir que tout le temps la même séquence de la trompette et comment elle s'appelle Margot Robbie et alors j'ai plus le nom de l'acteur mais qui danse, et c'est la même chose avec Drunk de Thomas Vinterberg. Le film, j'ai quasiment plus de souvenirs, je n'ai pas trop aimé le film, mais je me souviens complètement tout le temps de la séquence de Mads Mikkelsen qui danse et en fait qui saute sur la table. Oui, voilà, et en fait c'est comme ça, et effectivement pour ces genres de films là c'est involontaire, et en même temps oui il y a peut-être une tendance à vouloir faire des films qui sont finalement pas trop intéressants et de placer une séquence comme ça, une séquence musicale surtout, s'il vous plaît, ça marche mieux. C'est vrai. Et c'était pareil, les Gardiens de la Galaxie 3, là, il y a eu la séquence où ils s'entretuent sur de la musique. Bon, le film, il l'avait déjà fait, James Gunn, il l'avait déjà fait il y a 10 ans sur le premier film, donc on va pas faire un procès d'intention contre James Gunn, mais je veux dire que c'est forcément tentant pour les grosses productions de mettre en avant des séquences musicales avec que ce soit lié à une tuerie ou un truc comme ça, pour ensuite le balancer ou le laisser balancer, parce que tu te dis que bon, c'est quand même 1 minute de film, c'est pas bien de le mettre sur les réseaux sociaux, mais je suppose que quand même les grosses majors ne sont pas mécontentes de voir ça se partager et donner envie aux gens de voir le film. Ils attendent un peu ça, et tiens, là, par rapport à ce que tu me dis sur cette espèce d'attente qui n'est pas forcément exprimée de la part des majors, qu'une séquence soit partagée derrière, pour reparler de la plupart des cas où on dit que c'est involontaire, moi je pense que ça l'est de plus en plus volontaire, et dans des produits qui sont bien plus commerciaux que les films, à savoir les séries. Typiquement, Morgane, pour ce que tu dis des scènes de danse,
j'ai beau ne jamais avoir eu Wednesday sur... Wednesday, j'arrive pas à le prononcer, sur Netflix, je sais très bien qu'il y a une séquence de danse avec Jenna Ortega parce qu'elle a été iconisée. Et je suis quasiment sûre et certaine qu'elle a été faite, cette séquence-là, dans cette série, pour ce but. J'ai beau pas avoir vu la série, j'ai forcément vu. En fait, on ne peut pas... Il y a aussi ce phénomène-là dans, on va dire, l'iconisation du cinéma, c'est que on ne peut pas, pour peu qu'on soit dans, on va dire, des mondes virtuels sur les réseaux sociaux, on ne peut pas y échapper. C'est impossible d'y échapper. Même des gens qui ne s'intéressent pas au cinéma ne peuvent pas échapper à ces séquences. Alors, il y a toujours eu, par le passé, par rapport au vieux cinéma, il y a toujours eu des séquences cultes. Ah non, mais c'est clair, enfin, ça vient de ça en fait, c'est du culte, mais là c'est du culte mais archi instantané, c'est même plus par le temps que ça devient, par le vieillissement que ça devient culte, c'est 2 mois, 3 mois après, parce que bon, les films aux États-Unis sont sur plateforme 45 jours en général après leur sortie, 45 jours après t'as le truc et ça y est, c'est parti. Hein, voilà, en fait on n'est plus dans le culte parce qu'on n'est plus dans l'installation du film, dans l'inconscient collectif et dans la mémoire qui retravaille dans la transmission aussi, les parents avec les enfants qui montrent les bronzés, qui montrent les tontons flingueurs, dont les répliques qui sont citées maintenant même par des gens de notre âge alors que le film il date des années 60. Excuse-moi, c'est ça. Non mais tu as raison, en fait ce qui distingue le culte comme il était auparavant du cinéma de l'iconisation dont on parle aujourd'hui, c'est cette notion d'instantanéité. C'est-à-dire il y a plus le film qui vit dans le temps, mais le film est directement réduit, comme atrophié par rapport à une séquence. Alors un film comme Babylone, c'est sûr qu'on ne va pas retenir les 3 heures du film. Mais là où on aurait retenu un moment par-ci, un moment par-là, on ne retient plus que la séquence à laquelle il a été réduite. Donc c'est effectivement une métonymie, pour y revenir à ce que tu disais, Morgane, parce que c'est celle-là que, via le virtuel, via Internet, on nous impose à l'image, enfin aux yeux et donc au cerveau. Et on ne retient plus que les films de cette manière. Alors je pense qu'il y a des réalisateurs qui, sans arriver forcément à le formuler, n'aiment pas ça du tout. Par exemple, pour en revenir au film May December, sur la séquence des hot dogs, quand Todd Haynes dit qu'il n'aime pas la manière dont la séquence a été interprétée, j'ai envie, par le public qui l'a vu, j'ai même envie de dire, je pense que non seulement il n'a pas aimé ça, mais c'est surtout qu'il n'a pas aimé que son film soit réduit à cette iconisation-là, en fait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il a refuté le fait qu'on dise que le film est camp. Et alors que la séquence en elle-même, si tu la découpes, t'as l'impression que c'est camp. On a déjà parlé de ce que ça voulait dire camp, mais donc c'est exagéré, c'est appuyé. Et pareil, enfin moi, tu vois le côté un peu négatif pour le réalisateur, mais même pour un film en lui-même, je trouve que le fait de retirer certaines parties, et c'est très bien que on fasse et vive les films comme ça, c'est normal. Mais par exemple, pour un film comme Showgirls de Paul Verhoeven, je me souviens qu'il y a 4 ans, je m'étais un peu embrouillé avec des gens parce qu'ils partageaient la séquence où il couche avec, Kyle MacLachlan couche avec Elizabeth Berkley dans la piscine, qui est une séquence. Tu te rappelles de tes vieux conflits quand même, Morgane. Ouais, non, mais je me souviens, qui est quand même super calme pour le coup, où elle saute, enfin, c'est un quick, mais ça devient exagéré, c'est avec l'eau, c'est délirant. Ça fait partie de la mise en scène du film. Mais voilà, hors contexte. Effectivement, tu dis ouais, c'est du male gaze, nanana, voilà. C'était ça un peu. On croirait que le film est nul hors contexte, on comprend pas en fait. Déjà, ça fait de navet, et en plus, on va dire que c'est un homme qui voit le rapport sexuel comme un truc exagéré, et c'est du male gaze. Et c'était la mode du male gaze, justement, le côté, la vision du cinéma par un regard masculin, et notamment des femmes. Et en fait, le film en lui-même n'est pas du tout un film anti-femme. Enfin, c'est même pas un film. Bien au contraire. On peut dire que c'est un film féministe à la limite, mais même si ça se discute, mais en tout cas, c'est un film qui n'est pas patriarcal. Et justement, c'est une ascension d'une femme contre des hommes qui l'exploitent. Et en fait, voilà, le danger de ce côté un peu iconisation du cinéma, c'est de réduire des séquences pour ensuite produire des discours déconnectés d'un film qui est, pour le coup, un enchaînement de séquences. C'est pas juste une séquence ou un morceau même de séquence. Et du coup, on fait dire quelque chose à une image, et c'est un peu j'ai pas le terme, mais l'inconvénient aussi. Le double tranchant, c'est un double tranchant, donc c'est le revers de la médaille, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, en fait, là où c'est problématique cette iconisation, c'est pour des films, des films quoi. Le cinéma, c'est un art. Donc un art, c'est souvent
plus complexe que ce que ça en a l'air. Et en fait, en réduisant comme ça des séquences et en leur mettant un discours, un langage très clair au niveau de l'image, en produisant un discours autour de ces images qui tient en une ou deux phrases, on réduit un film à ce qu'il n'est pas, alors qu'un film est souvent autre chose. Et ça peut être effectivement dramatique pour la compréhension d'un film. Mais après, derrière, en fait, quand j'y pense, Morgane, quelque part, le seul point positif que je vois à cette iconisation-là, c'est que je peux pas m'empêcher de me dire que ça permet aussi à des films de sortir de la salle de cinéma. Parce que bon, nous, on va aller voir le film, on prend l'initiative de prendre notre billet, on va voir les films, on en sort, on les a vus, mais la plupart des gens ne vont pas au cinéma et voient pas des films. Enfin, c'est normal, hein, je veux dire, bon, tout le monde n'a pas forcément le temps de voir des films. Ou quand ils y vont pas forcément voir des films qui sont des films d'auteur, voilà. C'est ça, mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, particulièrement au niveau, on va dire, de la jeunesse, donc des, je vais dire n'importe quoi, allez, 15, 30 ans, qu'en les confrontant comme ça à des images de films d'auteur qui sont certes iconisées et certes qui disent autre chose que ce que le film dit, quelque part, ça leur donne envie de se déplacer en salle alors qu'ils ne l'auraient pas forcément fait via des moyens traditionnels. Par moyens traditionnels de promotion, j'attends l'affiche d'un film, la bande-annonce d'un film, les interviews des acteurs. Bon, et je parle même pas de la critique, hein, vu que la critique, bon, la plupart des gens, désolé. Les podcasts. Voilà, non, mais la plupart des gens ne lisent pas les critiques, n'écoutent pas les podcasts, on le sait, Morgane. Mais, quelque part, voilà. Tout ça pour dire que, en isolant ces séquences, je peux pas m'empêcher de me dire que quelqu'un qui est, on va dire, un peu curieux vis-à-vis du cinéma, pas forcément cinéphile au sens où il voit un film tous les 2-3 jours, en moyenne, bon, je suis pas en train de dire qu'un cinéphile, c'est forcément quelqu'un qui voit un film tous les 2-3 jours, mais disons des gens qui sont juste un peu curieux. S'ils voient une séquence comme ça, et ils la voient plusieurs fois, je me dis, dans leur tête, il y a quelque chose qui s'opère, il y a comme une action qui s'enclenche, ils vont se dire, j'ai envie de le voir, en fait, je veux aller plus loin que cette séquence, je veux comprendre. Et ouais, en ça, c'est peut-être une bonne chose. Là où ça l'est pas, c'est en ce que ça peut constituer un danger pour l'art, parce qu'on peut être tenté d'aller dans ce sens-là au lieu de laisser, on va dire, le phénomène s'opérer. Ouais, c'est le risque. Moi, après, on peut pas dire que ça va tomber forcément dans ça, mais c'est effectivement un risque parce qu'on a l'impression qu'il y a une petite tendance. Mais après, voir si ça se confirme. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Sauf si tu voulais rajouter un truc. Non, mais là où je te rejoins, Morgane, c'est que c'est vrai, je pense que ça va s'accélérer. C'est-à-dire que on va le même, encore une fois, c'est de moins en moins le langage écrit-parlé pour de plus en plus d'images. L'iconisation, c'est à peu près la même chose. Je pense que ça va s'accélérer et oui, qu'on se dispensera de plus en plus de mots. Enfin, c'est triste pour la langue. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, c'est déjà ce qu'on voit. Effectivement, les gens ont plus de facilité à dire cette séquence, 2 points, et la vidéo, plutôt que parler du film en lui-même. Que commenter, argumenter, produire un discours, en fait. Parce que les gens n'ont pas les mots. J'ai pas les mots. Ça, c'est le terme. Non, mais c'est vrai, j'ai pas les mots. Ça dit bien non pas les limites du langage en soi, mais les limites que les gens s'imposent de plus en plus. Et non, enfin, moi, voilà, c'est mon point réac. On va de plus en plus vers un appauvrissement du langage. Donc, continuez à écouter, à lire les gens qui produisent du langage. On passe au film de la semaine, Morgane ? Juste, pas tellement du langage, mais aussi de la pensée, parce que le langage, c'est un moyen de retranscrire la pensée. Et effectivement, si on pense plus les films, oui, c'est un peu dommage. Voilà. Surtout pour nous qui sommes un podcast. Mais voilà, on part quand même sur la note positive que ça peut mettre en avant des films qui n'ont pas forcément cette chance qui sont un peu passés à côté. Oui, donc sur le programme de la semaine, on commence avec Perfect Days de Wim Wenders. Ensuite, on parlera de La Chimère d'Alice Rohrwacher. Ensuite, il y aura Augure de Balogi, je le dis bien. Oui, c'est bien ça, du réalisateur belgo-congolais Balogi. Alors, petite précision, on avait dit au 28e épisode qu'on parlerait du film Disney Wish. En fait, on ne le fera pas. Je vais expliquer pourquoi. J'ai réfléchi 2 minutes. Je me suis dit, j'ai pas envie de voir un film que tout le monde dit qu'il est pas bien, produit par une major américaine. Je préfère, dans le podcast, Art et Caméra, mettre l'accent sur un film que beaucoup de gens n'auront pas vu.
pour leur donner envie. Un peu à ça qu'on sert aussi. Et on n'a pas de film VOD ou SVOD, on a un film qu'on peut dire hors circuit habituel. Qui est sorti sur 48 heures sur tout le territoire français. Ouais, c'est le Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki qui effectivement donc est sorti, comme le dit Julie, pendant 48 heures sur le sol français. Et voilà, on va vous expliquer pourquoi aussi on veut parler de ce film lorsqu'on abordera le film. C'est parti ? Ouais, c'est parti. Wim Wenders est un cinéaste qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, Morgan, on peut quand même dire qu'il fait partie des représentants de la nouvelle vague allemande, qu'il est aussi photographe, qu'il a gagné au cours de sa carrière un Lion d'Or pour son film L'état des choses. Tu l'as vu toi, Morgan ? Ouais. Moi non. La Palme d'Or. Pardon ? C'est pas très bien. C'est vrai ? Non. Ah bah tant pis pour lui alors. La Palme d'Or pour Paris, Texas, tu l'as vu ? Oui, et moi aussi. Par contre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Qui est donc l'un de ses films les plus connus. Wim Wenders a aussi déjà été nommé aux Oscars. Bref, à presque 80 ans, sa carrière a de quoi faire des envieux. Son dernier film, Perfect Days, est d'ailleurs reparti avec le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes édition 2023 pour Koji Yakusho, un acteur japonais notamment connu pour ses rôles récurrents chez Kiyoshi Kurosawa. Que fait donc Koji Yakusho, je vais y arriver, chez Wim Wenders, Morgan ? Le résumé. Alors, Hirayama travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier, mais son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Alors, je suis un peu gênée aux entournures par Perfect Days. Je crois que c'est aussi un peu ton cas, Morgan. Enfin, c'est compliqué. Autant je comprends le projet du film, autant quand j'ai lu certains dire que ça se voit que c'est un film où, à la production, il y a eu une entreprise de nettoyage de sanitaires. Je comprends pourquoi, parce que c'est compliqué, en fait, je trouve, Morgan, un pacte avec un film quand on ne croit pas au postulat du film. Là, concrètement, pour Perfect Days, on nous dit qu'il s'agit donc de Hirayama, un homme, tu l'as dit dans ton résumé, qui est heureux en nettoyant des toilettes. Il y a beau avoir de la poésie, des jolis moments, c'est ce qu'on appelle de manière un peu convenue la poésie du quotidien. Enfin, je sais pas, pardon, mais moi, j'arrive pas à croire qu'on puisse être heureux en étant un homme de ménage, une femme de ménage, en nettoyant des toilettes. Enfin, on sait très bien comment les utilisateurs des sanitaires peuvent être irrespectueux et on le montre dans le film pour évacuer cette question, mais je trouve qu'on l'évacue un peu vite. En fait, ce que je reproche principalement à Perfect Days, Morgan, c'est de faire un film tout sauf politique, là où il aurait, à mon sens, fallu montrer des choses vraies, sûrement parfois au détriment d'un angle qui se voulait poétique à tout prix. Surtout, je dis sur le Japon, dont on sait que c'est un pays quand même qui exploite notamment des personnes âgées pour faire ce type de mission, de travail. Oui, il faut juste préciser que l'acteur a quasi 70 ans, d'où le fait qu'il parle de personnes âgées aussi. Oui, ouais, il en a 68, effectivement, Julie, tu fais bien de le préciser. Et donc oui, on sait que le Japon ou d'autres pays, notamment la Corée, sont des pays qui n'ont pas la retraite à même âge que nous, je ne sais plus à quel âge c'est, et que les personnes âgées continuent à travailler, même jusqu'à 70 ans parfois, dans des emplois qui ne sont pas forcément les plus simples pour des personnes qui ont cet âge en fait, parce que c'est quand même un travail. Alors dans le c'est film, physique, hein. Oui, mais dans le film, il y a un côté un peu édulcoré, mais on se rend pas compte que quand même c'est des tâches répétées et répétitives. Plusieurs fois par jour, où il faut se baisser, il faut nettoyer les toilettes, parce que les toilettes, alors elles sont jolies, hein, mais elles sont quand même assez grandes. Il n'y a pas un fonctionnement automatique comme à Paris. Alors je vais pas dire que Paris, les toilettes sont mieux, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai par rapport au Japon. Effectivement, elles sont très design, les toilettes à Tokyo, elles sont très jolies. Et d'ailleurs, le film en joue aussi, il y a tout un... à chaque toilette qui va nettoyer, il y a une sorte de découverte. Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Ils sont comme sublimés, ces toilettes. Oui, et je peux comprendre. Il y a un côté un peu architectural, une envie de la part de
de Wenders de mettre en avant cette part-là du Japon, mais il s'est décorrélé complètement effectivement, comme tu dis, d'un point de vue politique dans le film, qui, pour moi, détruit un peu tout le projet du film. Enfin, oui, c'est un film sur la poésie du quotidien, le fait c'est un côté aussi philosophique de se contenter de pas grand-chose, de la nature, etc. Mais ça a ses limites parce que, effectivement, certes, mais le type, il est quand même exploité, quoi. Donc, à quel moment... je trouve le film un peu honteux à ce niveau-là, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Plusieurs choses. Alors, quand tu parlais, Morgane, du fait, effectivement, tu parlais des mouvements de se baisser, se relever, se pencher, etc. Bon, je vais dire des lieux communs par rapport au travail, mais enfin, le corps d'un homme à 70 ans, voire à 80, parce qu'il y a des gens au Japon qui, à 80, même 90 ans, continuent à pêcher, à travailler. Enfin, je veux dire, c'est une réalité assez son du pays. Enfin, là, pardon, je sors du cadre Perfect Days de Wim Wenders, mais enfin, ça me semble nécessaire de l'aborder. On n'a pas la même forme physique, on n'est pas dans le même état de santé. Alors certes, au Japon, il y a beaucoup de personnes âgées, mais c'est pas une raison, une explication suffisante à légitimer leur exploitation. Enfin, ce qui s'appelle les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, sont bien plus répandus à un âge avancé, surtout avec des tâches répétitives, que pour quelqu'un de jeune. Donc, oui, il y a, en fait, via ce côté, donc pour en revenir à Perfect Days, Morgane, poésie du quotidien, moi, j'ai du mal à y voir autre chose qu'un certain exotisme. Enfin, du genre, regardez, au Japon, il nettoie des toilettes, il est heureux, il se contente de ce qu'il a. D'autant plus malvenu que on apprend que le personnage serait potentiellement issu d'une famille aisée. C'est pas potentiellement, hein. C'est clairement ce que nous dit à l'arrivée de la sœur à un moment donné, elle a fait fortune visiblement, le père vu qu'il y a un peu de hors-champ, oui. Morgane, bon, je fémise, mais tu as raison, en vrai... Non, mais pour moi, c'est clair et net. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, on essaie quand même de nous faire croire... Il a tourné le dos à une vie de oisif pour une vie de pauvre petit monsieur pipi, quoi. C'est ça. Enfin, pauvre petit, visiblement, non, mais... Et c'est là encore que je trouve qu'on rompt le pacte qui consiste à montrer un film auquel on croit. Moi, j'arrive pas à croire... Enfin, après, ça dépend du vécu de chacun. Étant issu, à titre personnel, d'une... on va dire de classe modeste voire pauvre. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont lavé des chiottes, qui ont lavé des sols. Et en fait, bien évidemment que si on avait été riche, on n'aurait pas fait ça. Donc, rien qu'à partir de là, je vois Perfect Days et je me dis, je me suis sentie prise pour une imbécile. J'ai eu du mal à adhérer au projet parce qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de dissonance qui n'est jamais adressée, que ce soit dans l'exploitation des personnes âgées, que ce soit dans le fait qu'on cherche à nous faire croire que quelqu'un a quitté tout ce qui était richesse et opulence parce que le poids de la morale au Japon, enfin, mais bien sûr que non. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment un film fait par un riche. Je sais pas comment le dire autrement. Enfin, je me suis sentie prise pour une imbécile. Alors, je suis pas sûr que ce soit un point de vue de Wenders de bourgeois, mais c'est plus un point de vue effectivement de personnes qui sont ébahies face au Japon et à la simplicité, à la propreté du Japon, qui fait qu'on se retrouve avec un film naïf, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois, naïf, où il y a malvenu, donc c'est pour ça que une forme d'inconséquence, quoi, dans le film. Tout un pan du film, en fait, qui n'est pas exploité, et justement, tu disais la dimension politique, mais le problème du film aussi, c'est que dans sa structure, je trouve que le film, si on s'écarte un peu du côté politique, qui n'existe pas d'ailleurs, mais tout le côté dans la structure du film, qui est une sorte de collection de scénettes où en fait on a une apparition de personnages qui sont plus ou moins impactants dans la vie du personnage. Je trouve ça charmant pendant 1 heure. Il y a des passages, il y a un côté un peu film à sketch justement. C'est un peu redondant, Morgane. Oui, il y a des passages qui sont pas très bons, notamment
notamment la séquence avec la jeune femme qui lui vole une cassette et qui lui rend, avec une espèce de côté un peu drague entre... Alors moi, je suis pas du tout en mode le vieux et la fille, c'est moralement... la jeune femme, c'est moralement problématique, c'est pas ça, mais je trouve la séquence pas très intéressante, notamment sur le principe que il écoute des musiques et il partage ça avec les gens, et enfin pareil, c'est côté un peu aussi populaire, facile, quoi. Ça permet de créer des séquences de manière assez factice, parce que tout le film est rythmé par les musiques. Et je sais pas, je vois ce que veut faire Wenders, mais je trouve que le film en lui-même est trop léger, en fait, c'est ça. C'est trop léger, et il revendique... Alors, je ne sais pas si... Parce que j'ai pas lu d'interview de Wenders par rapport au film, mais je sais que lui est un très grand admirateur de Ozu. Et le film, c'est un peu... J'ai l'impression de voir un cinéaste qui aime Ozu, mais qui a mal compris Ozu, je sais pas. C'est très probable, Morgane, parce qu'il n'y a pas cette inconséquence chez Ozu. Alors, je suis pas en train de dire que Ozu a fait forcément du cinéma politique ou quoi que ce soit, mais Ozu, dans sa manière de s'emparer des petites choses, ça dit quelque chose du Japon qui n'est pas abordé de manière détournée, où il fuit pas devant ça. Enfin là, avec Perfect Days, le film m'a touché. Quand bien même il y a des redondances dans on va dire les scénettes, dans les sketchs, le film m'a touché, mais c'est pour ça que je suis assez ambivalente par rapport à lui. Il passe à côté de pas mal de choses. Pour ce qui est de la scène, effectivement, avec la jeune blonde, bon, on a du mal à y croire, pas que, comme tu l'as dit, parce qu'on a une jeune qui s'intéresse à un homme de 70 ans, mais parce que, là aussi, dans ce qui n'est pas adressé, et je parle pas de politique, c'est qu'un métier comme ça, le quotidien, enfin, c'est l'ennui. Enfin, je veux dire, le film, mais je sais que c'est du cinéma, on va dire, mais c'est du cinéma, c'est normal. Non, parce que ça fait croire à quelque chose qui est faux. Le film essaie de nous faire croire que dans un métier comme celui-là, qui est nettoyeur de toilettes, il se passe quelque chose de différent tous les jours dans la vie. Alors c'est vrai, mais c'est pas vrai au point où Perfect Days nous le montre. Et Ozu n'a jamais cherché à montrer ça. Enfin, je veux dire, chez Ozu, il y a certains qui disent, et je le comprends, qui trouvent Ozu ennuyeux. C'est normal, parce que chez Ozu, il y a beaucoup de répétitions, des petites variations. Dans énormément de ses films, il y a quelque chose de très feutré. Voilà, le cinéma de Ozu est très feutré, pas enfermé non plus, mais voilà, on est dans quelque chose qui est parfois... Le terme n'est pas atone, mais il y a une forme de ligne droite qui arrive à une certaine poésie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ozu filme la banalité aussi. Voilà. Alors que là, devrait être le cas notamment chez Wenders, mais toute séquence est une sorte de miracle. La banalité est enjolivée chez Wenders, et c'est là aussi, je trouve qu'il y a un certain mensonge dans Perfect Days. Oui, et c'est pour ça que je disais que la séquence de la jeune fille, je la trouve vraiment étrange en termes de structure. Après, il voulait mettre une histoire romantique, c'est pas une vraie histoire romantique peut-être, mais je veux dire, il voulait un passage un peu plus romantique avec une sorte de love interest, comme on dit, pour le personnage principal, même si c'est vite évacué au final, ce qui est plutôt assez marrant d'ailleurs. Mais voilà, c'est chaque partie du film est une séquence exceptionnelle. Il n'y a plus du tout place effectivement au côté quotidien justement qui semble lui complaire au personnage principal, à ce côté répétitif, rébarbatif qui semble lui plaire. Là on n'a pas du tout ça dans le film. Alors si, il y a des moments où c'est le montage où il récupère des objets et le montage nous montre toutes les toilettes de la journée. Ça donne ce côté un peu rébarbatif, mais c'est genre 5 minutes dans le film, parce que tout le reste c'est genre des événements particuliers, des rencontres particulières qui vont avoir un impact. Et je sais pas, le film fait un peu remplissage pour mettre en place des séquences qui sont vous émerveiller le spectateur, je peux comprendre, mais ça dit quelque chose de faux en fait par rapport au projet du film. En fait, moi, alors il y a plusieurs choses. Déjà, je trouve que le film est essentiellement sauvé par l'interprétation de Koji Yakusho, qui est effectivement très bon. Je comprends pourquoi il a eu un prix d'interprétation pour le film, quand bien même le film lui-même n'est pas bon, parce que dedans, voilà, il est bien, je veux dire, dans sa manière
de transcrire les émotions du personnage, aussi dans son mutisme, parce que c'est un personnage qui ne parle pas énormément, et pourtant il nous permet de ressentir énormément de choses. Enfin voilà, qu'on n'y croit pas forcément, c'est un aspect du problème, mais en soi, le boulot est fait, en fait, par l'interprète principal. Et non, par rapport à ça aussi, j'allais aussi parler on va dire, des histoires d'amour qui lui sont plus ou moins créées dans le film. J'y crois plus, par exemple, Morgane, à celle avec la restauratrice, avec la jeune fille blonde. Izakaya, ouais. Oui, parce qu'elle est mieux installée, parce qu'on la voit voilà, dans un contexte qui se prête plus à une sorte d'amourette qui lui échappe comme les autres. Et puis là, on rentre dans un côté un peu rébarbatif parce qu'il semble avoir son lieu de repos. Vu qu'en fait, on le voit souvent revenir à des endroits, des bars, etc. Et là, il semble y aller souvent. Et du coup, effectivement, il a une connexion, un lien avec cette femme. Donc oui, là, on y croit plus. En fait, pour continuer sur l'aspect global du film qui m'a exaspérée sur son inconséquence, et c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure et dont je voulais parler, c'est que pour moi, Perfect Days, ça me fait penser à toute cette littérature un petit peu bas de gamme, avec ces livres qui sont censés nous motiver dans le quotidien, à nous dépasser malgré nos vies merdiques. C'est pas faux, oui. Non, mais le truc ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à des bouquins de Marc Lévy, ça ressemble à des TikTok de morning routine où des gens se lèvent à 4h du mat pour se dépasser alors qu'ils sont hyper mal payés. Enfin, il y a un côté vraiment mensonge et de voir que à un niveau, au niveau du festival, on y a adhéré. Bon, je suis un peu embêtée. C'est un super prix d'interprétation et en même temps que à ce moment-là, pas grand monde ne semble avoir interrogé le film plus que ça. Je me dis bon il y a un côté en fait. On est entre riches, on se congratule et puis on réfléchit pas au film, tu vois. Non, mais même les gens, la plupart des gens ont aimé le film, je crois, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus parce que c'est pas... Enfin, je veux pas dire nous on a raison, eux ils ont tort, mais non, bien sûr. Je pense que la forme un peu charmante du film, le côté assez en retrait du personnage principal qui verse pas dans le pathos, ce qui est effectivement une qualité du film si on veut. Bon, les films pathos qui utilisent le pathos ne sont pas tous mauvais, hein. Mais je veux dire que oui, il y a une forme de retenue, et puis oui, il filme le Tokyo d'assez belle manière, hein, sans passer par des clichés de la ville. Voilà, faut le reconnaître, et puis les acteurs qu'on croise à côté, notamment les vieux quand il va au onsen pour faire son bain, tout ça, et même ceux dans le bar, il y a une forme de côté un peu vrai dans ça, mais c'est marrant parce que tout ça est contrebalancé par tout ce qu'il y a de factice dans l'histoire du film, dans sa structure aussi. Je trouve ça évident que le film allait plaire, mais je suis assez surpris de voir une sorte de consensus, alors qu'en vrai c'est une toute petite chose le film. Bien sûr. Je vois des chefs-d'œuvre en fait, des gens disent que c'est un chef-d'œuvre. Non. Je trouve ça exagéré. Alors plusieurs choses intéressantes dans ce que tu as dit, Morgane. Quelque part, dans le film, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la représentation, c'est le même argument que j'ai eu pour Un prince de Pierre Créton, c'est la représentation des corps vieux sans qu'il soit montré dans un aspect négatif. Quand il va au bain public, parce qu'effectivement, il n'a pas les moyens d'avoir une salle de bain chez lui, on voit d'autres corps vieux. C'est montré d'une manière, j'ai envie de dire, digne, normale, sans emphase, voilà, c'est un quotidien. Et c'est, pour le coup, ce sont les scènes qui m'ont le plus plu de Perfect Days parce que ce ne sont pas forcément des images qu'on voit souvent au cinéma. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on les voit de plus en plus et c'est tant mieux. Derrière, deux autres choses que je voulais dire. Le film, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas politique. Maintenant, je suis assez contente qu'on n'ait pas droit au drame social du genre il nettoie les toilettes et puis il se passe quelque chose de grave dans sa vie et puis il perd son logement. Enfin bref. Je suis content que ce soit pas un film des frères Dardenne, oui. Oui, ou un film de Ken Loach, mais on va me taper dessus si je dis ça. Et puis, je voulais juste conclure pour te poser une question, Morgane. Est-ce que quelque part, les gens ne parlent pas de chefs-d'œuvre et de films géniaux parce que ça se passe au Japon? Enfin, est-ce que c'est... Non, mais au bout d'un moment, il faut poser la question. Si on avait transposé cette histoire dans des toilettes en France, à Paris,
un homme qui nettoie tous les jours les toilettes, est-ce que les gens auraient trouvé ça bien? Exactement la même histoire, mais à Paris, d'après toi? Non, parce que déjà, je dis, Voilà. le film ça aurait été sur un migrant, parce que les gens qui nettoient les toilettes en France sont rarement des Français, c'est plutôt des migrants, mais je dis pas qu'il y en a pas. Hein, mais... Et le film aurait eu un biais un peu drame social, effectivement, donc je pense que les gens n'auraient pas soit souhaité le voir, soit ça n'aurait pas plu, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté oh, c'est le Japon, c'est joli, c'est génial, waouh, c'est chef-d'œuvre. Et je dis pas ça, j'adore le cinéma japonais, hein, j'adore Ozu. Tous les deux. Mais je trouve que le film, c'est une vision un peu. Effectivement, je dis souvent ce terme, je le redis, allez, c'est une forme de japonaiserie, c'est une sorte de débasement d'une personne qui adore le Japon et qui le filme d'un biais sans voir le côté un peu sombre. Non, mais il manquait plus que les cerisiers en fleurs dans Perfect Days et on avait un bingo complet, quoi. Ouais, on a le ciel qui regarde de temps en temps, la nature. Alors, il prend des photos, il y a des belles séquences qui sont liées à l'art de la photo, parce qu'en plus, il est photographe Wim Wenders, donc il y a un côté un peu autobiographique. Mais voilà, c'est des petites séquences, des micro-séquences intéressantes, mais le film en lui-même n'est pas très intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du film, à moins que tu avais envie de dire autre chose. Non, pareil, on passe à la suite. Enfin, c'est plutôt une déception, quoi. Et puis Wenders, depuis 30 ans, ça ressemble au cinéma de Wenders depuis 30 ans. C'est du cinéma un peu niais, un peu joli, mais auquel il manque quelque chose, une âme ou une vision aussi. Je sais pas. Voilà. Je pense que la vision, elle est là, mais plus qu'une vision, je dirais que la vision, elle manque de profondeur, tout simplement. Voilà, je pense que t'as trouvé le bon terme. On passe au film d'après, qui est La Chimère, qui était aussi à Cannes, donc La Chimère de Alice Rohrwacher. La Chimère est le 4e long métrage de la réalisatrice et scénariste italienne Alice Rohrwacher, la sœur de l'actrice Alba Rohrwacher, qu'on voit justement beaucoup dans le cinéma de sa sœur. 3e partie d'une trilogie, je ne savais pas, j'ai lu ça avant de faire le script. C'est pour ça que les films se ressemblent. Enfin, on y viendra plus tard. Oui. 3e partie d'une trilogie sur la campagne italienne tournée donc par la cinéaste après Les Merveilles en 2014 et Euro comme Lazzaro en 2018. La Chimère était d'ailleurs lui aussi, comme les deux précédents, en compétition officielle à Cannes cette année. Malgré de bons retours, il n'est toutefois pas reparti avec un prix, donc contrairement à ses deux prédécesseurs, récipiendaire d'un grand prix du jury quand même pour Les Merveilles et d'un prix du scénario pour Euro comme Lazzaro. Julie, est-ce que tu peux nous résumer le film ? Oui, alors c'est l'histoire de Arthur qui vient de sortir de prison. Il retrouve dans sa ville ses amis qui sont des tombaroli, soit des pilleurs de tombes. Ils sont bien évidemment ravis de le retrouver puisque c'est grâce à lui et à ses dons qu'ils arrivent à vivre la bohème. Concrètement, Arthur est capable de détecter à la manière d'un sourcier les endroits où se trouvent les tombes étrusques que ses amis et lui pillent pour pouvoir vivre au quotidien. Très bon résumé. C'est vrai que le film est pas facile à résumer comme ça aussi d'un coup. Ouais, parce que en fait, Morgane, j'ai finalement pris la trame principale alors qu'il y en a plusieurs et que il y a beaucoup de personnages. Voilà, tu n'as pas mentionné par exemple le personnage de Isabella Rossellini et de la servante dont j'ai déjà oublié le nom. C'était Italia. Ouais, j'aurais dû m'en souvenir. Joué par Carole Duarte, qui est une actrice brésilienne. Et justement, le personnage principal de Arthur est anglais et il est joué par Josh O'Connor. Je ne connaissais pas du tout le nom ni le physique. Apparemment, c'est un acteur qui a fait la série The Crown où il joue le prince Charles. C'est pour ça qu'il me disait strictement rien. Ouais, il est très grand et justement, c'est assez marrant. Il a vraiment un physique. Je pense que Rohrwacher l'a pris en partie son talent d'acteur, mais aussi par son physique, puisque à côté des Italiens, il a l'impression que c'est un géant. Oui, et puis quelque part, c'était un peu comme le cas dans son film précédent, Heureux comme Lazzaro. Elle avait pris un homme qui avait un physique très particulier. Il ressemblait littéralement à une statue grecque. Là aussi, on le remarque pas mal, quoi. Ouais, même si déjà il a moins un physique de statue grecque, mais effectivement il a cette corpulence, et notamment parce qu'il est habillé d'une manière pendant tout le film assez c'est la même, ou alors il y a aussi une variante marron, mais il est habillé en blanc, costume blanc, costard blanc, ouais. Et du coup on le reconnaît directement, et justement le film joue de ça dès l'ouverture du film. Il y a une séquence
en Super 16, non, en 16 mm. Super 16, c'est un autre format un peu plus qualité, mais là, le 16 mm avec ce côté un peu déchiré sur les côtés, on a l'impression que c'est du parchemin. Donc il y a cette séquence, et après, en fait, c'est un rêve, on le voit dans un train, et il rencontre, il est réveillé par 3 jeunes filles, et enfin 3 jeunes femmes même, et elles lui disent mais tu n'es pas du coin en fait. C'est vrai, effectivement, c'est ça, on le reconnaît directement, et effectivement pendant tout le film à chaque fois c'est aussi une manière on l'appelle l'anglais, et il y a ce côté un peu déraciné et qui donne un côté charmant dès le début sur ce personnage, qui d'ailleurs comment dire, un comportement assez particulier. Il est à la fois sage et calme, mais tu sens qu'il a une espèce de violence en lui qui ressurgit, et d'ailleurs c'est montré dès le début parce qu'il y a un moment où il s'énerve et les filles fuient la cabine. Et voilà, moi je trouve que vraiment le personnage principal du film qui porte quasiment tout le film est très bon. Enfin, c'était déjà le cas dans Héros comme Lazaro, que c'est pas un film que j'ai adoré, mais je trouve que dans La Chimère, le personnage est encore plus attachant, et effectivement voilà, c'était juste une petite intro sur le personnage. Non, il est déraciné, comme tu l'as dit, Morgane, de par ses origines, de par aussi le fait qu'il revient dans un endroit donc qui n'est pas sa terre natale, mais il y revient malgré le fait qu'il a été en prison, donc il a été doublement déraciné quelque part, par le lieu, par le fait d'avoir été enfermé. Bon, ça c'est du hors-champ, on le voit pas dans le film. Et enfin, il y a j'ai envie de dire, une troisième forme de déracinement via feu sa compagne Benyamina, dont on comprend qu'elle est décédée, même si lui n'arrive pas à accepter son décès. Enfin, je veux dire, il la voit pas mal en songe. Mais ça, on l'apprend vachement plus tard, quand même. Ouais, mais je trouve moi, je l'ai compris d'emblée. Enfin, je pense qu'on s'en doute d'emblée, notamment parce que Alice Rohrwacher, je l'ai prononcé comme un pied, en joue via le personnage d'Isabella Rossellini, qui joue la mère de Benyamina, et qui croit qu'elle est partie en vacances ou pour des études, enfin bref, pour un projet dont on ne connaît pas spécifiquement la nature, et qu'elle reviendra tôt ou tard, et qui est comme ça dans cette attente, et personne, sauf à la toute fin, lui dit la vérité. Enfin voilà, elle est laissée dans son fantasme. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est paradoxal dans ce personnage d'Arthur, c'est que il n'y a plus rien qui est censé le retenir au lieu où il est, en plus. Enfin, je veux dire... Mais il vit comme un clochard, en plus. Ah bah oui, c'est un quasi-SDF. Enfin, je veux dire, il vit dans un endroit fait de tôle, avec du brick, du broc, des vieux objets. Ses amis, on comprend qu'il ne les apprécie pas. Enfin, je veux dire, il traîne avec eux, mais il y a une certaine commodité là-dedans. C'est parce qu'il est seul. Au début, il ne veut pas les voir, il ne veut pas les retrouver. Il fait tout pour rester à part, en fait. Et il y a aussi chez lui un refus de toute potentielle nouvelle histoire d'amour à cause de son souvenir. Bref, tout ça pour dire que tout est fait pour qu'il parte et qu'il ne reste pas là, mais il reste quand même parce qu'il est relié aux tombes étrusques. Oui, et puis avant de partir sur les tombes étrusques, il y a aussi le fait qu'il ait une dette envers un personnage qui s'appelle Spartaco, oui, voilà, le fait de revenir le met en danger vis-à-vis de cette personne dont il a une dette, en fait. Donc voilà, on se pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais effectivement, il a un don, en fait, inné de sourcier, en fait, qui lui permet de savoir à quel endroit est située une tombe, oui, voilà, une tombe sous terre. Et il fait comme eux avec donc une baguette bâton, oui, un bâton. Qui sont des très belles séquences. C'est ça, avec une branche et qui le guide, comme les sourciers pour de l'eau ou quoi que ce soit d'autre, lui c'est pour les objets dans les tombes étrusques. Je voulais aussi dire Spartaco, quand j'y pense, c'est assez cocasse d'avoir choisi ce nom, parce que quand on se dit que Spartacus dans la légende c'est un esclave qui s'est révolté contre ses maîtres romains, et que Spartaco dans le film est à l'inverse un personnage qui entérine la condition de dépendance à l'argent de ses tombaroli, en les payant très peu, pendant que lui, il se fait une marge colossale sur les objets vendus. Enfin, il y a quelque chose d'assez ironique. Ouais, c'est... en fait, tout le film, c'est au fond, ce que raconte le film aussi, en dehors de l'histoire d'amour, du personnage hanté, du côté un peu mythologique aussi, parce qu'on pourrait dire que ça ressemble à Orphée, Eurydice...
pour le personnage d'Arthur et Benyamina. Je trouve que tout le film, le fond, c'est quand même ce que ça raconte de l'Italie actuelle notamment, mais aussi de l'Italie d'antan. Et voilà, c'est le côté les gens qui qui s'enrichissent, et une partie de l'Italie qu'on suppose être notamment, je pense. Parce que le lieu n'est pas donné, mais je pense que c'est peut-être dans la partie sud de l'Italie, en tout cas des gens qui vivent avec très peu de choses, ou alors dans des anciennes personnes, enfin des anciens riches qui vivent toujours dans leur vieille demeure, mais la demeure veut... Elle s'écroule, la Oui, demeure. c'est le cas de personnages joués par Isabella Rossellini. Donc voilà, le film nous raconte complètement le destin de ces personnages qui sont, qui ont du talent, qui ont des idées, qui sont plein de dynamique, plein d'énergie, mais qui sont utilisés par d'autres personnes pour leur faire gagner de l'argent. Donc c'est effectivement un film sur l'esclavage moderne. Et c'est peut-être quelque chose que je reproche au film d'ailleurs, La Chimère, Morgane, c'est que, hormis, selon moi, des problèmes de longueur, je trouvais que les 20 dernières minutes étaient un petit peu compliquées à encaisser. J'ai appris, comme toi, je veux dire, même plus récemment que toi, quand tu as dit que c'était une trilogie, je l'ai appris au moment où tu en as parlé, Morgane. Mais je trouve que c'est... alors, j'ai pas vu le premier épisode, le premier film. C'était quoi déjà son nom ? Les Merveilles, c'est sur une famille dans une campagne, de la campagne aussi, qui voit arriver une équipe de tournage qui vient de tourner une émission de télé-réalité qui s'appelle Le Village des Merveilles, et en fait dans le village où ils habitent. Là, en fait, quand je compare La Chimère à Heureux comme Lazaro, j'ai l'impression que c'est quasiment la même histoire avec des éléments de scénario certes différents, mais que on est dans quelque chose de très très proche, c'est-à-dire avec donc un personnage principal, un homme qui est très différent des autres, qui a des relations à la fois amicales avec une partie de son entourage, mais qui se fait exploiter aussi par son entourage, qui a des dons particuliers, et tout ça est exploité par une personne qui chapeaute tout le monde, et donc le gros des personnages en fait dans le film est à la fois exploiteur et exploité. Et autant ce sont des dynamiques que je trouve intéressantes dans la manière dont Alice Rohrwacher les raconte dans ses films, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu folklorique, d'un peu magique. Il y a un côté un peu cirque, félinien même. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a une dimension félinienne et aussi un peu réalisme magique et aussi commedia dell'arte. On est dans une forme d'opérette en fait. C'est assez marrant. C'est ça. Des personnages en couleur, fantasques, mais qui représentent bien l'Italie en fait. Autant, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'au niveau du scénario et la manière dont il se déroule, je trouve que ça ressemble un peu trop à son précédent film. En fait, j'aurais plus apprécié La Chimère si j'avais pas vu Heureux comme Lazaro. Tu penses que Heureux comme Lazaro est un meilleur film que La Chimère ? Oui, mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai vu avant, mais j'ai préféré Heureux comme Lazaro. Alors là, dans La Chimère, il y a des choses que j'ai trouvées très belles. La photographie, par exemple, je veux dire, c'est une très très belle image. Mais c'est surtout que le film est intéressant dans son utilisation des différents formats, parce que vu que c'est un film qui a un rapport évident avec le passé, les civilisations oubliées, le fait qu'il utilise lui-même l'histoire du cinéma à travers des formats, c'est-à-dire il y a du 16 mm, du CPR16 et du 35, je trouve qu'on sort un peu du côté gadget que pouvait y avoir sur Aftersun, par exemple. Oui, et d'ailleurs, on l'a pas dit, Morgane, mais le film, on a supposé qu'il se passait pendant les années 80. Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur Allociné, c'est apparemment dans le dossier de presse, c'est les années 80, c'est juste que dans le film, on ne le cite pas, mais via la musique, via les décors, via les voitures aussi, on reconnaît l'Italie des années 80. Et d'ailleurs, la monnaie, c'est pas de l'euro, c'est des lires, donc je sais que c'est avant l'euro, donc voilà. En tout cas, quelque part, j'ai pas pu m'empêcher, au bout d'un moment, avec le recul, de me demander s'il y avait pas trop de personnages, trop d'arcs, trop d'histoires dans l'histoire. C'est pas tant que j'ai été perdue que j'aurais peut-être préféré que l'action se concentre à un endroit sans forcément rajouter des couches par-dessus les unes des autres avec des liens qui s'imbriquent. Bon, c'était peut-être un peu trop, en fait, pour moi.
Ouais, moi je trouve que effectivement t'as pas forcément tort, et c'est le principal défaut du film. C'est marrant, c'est à la fois une qualité parce que au début t'es embarqué, tu sais pas où tu vas, et d'ailleurs le film te mène un peu partout. Au début il revient, il rend visite aux gens, et ensuite après il commence à y avoir des nouvelles combines qui fait qu'il va retrouver des trésors, etc. Il y a beaucoup de rencontres fortuites dans le film. Oui, voilà, il y a un côté un peu où tu sais pas où tu vas, et c'est plutôt plaisant. Mais c'est vrai qu'au bout d'1 heure et demie du film, je trouve qu'on a l'impression qu'elle a dit ce qu'elle voulait dire, et c'était bon, on aurait pu en finir plus tôt. Et la séquence notamment de confrontation avec Spartaco sur le yacht, un peu ridicule, notamment avec ses... Mais en même temps, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est que finalement Spartaco, on s'en fait une montagne, c'est un personnage à qui Arthur est endetté, donc c'est un mafieux, et en fait on tombe des nues, donc c'est assez marrant. Mais voilà, ça perd un peu en puissance au fur et à mesure du film, et je trouve que le film est un peu embarqué dans sa propre stupéfaction, et tu sais, cette recherche de légèreté qui fait que le film au final peut-être pas comme la plupart des autres films, mais moi de mon côté j'ai commencé à en avoir un peu marre. Je me dis bon, j'espère que c'est bientôt la fin. Mais... Oui, et puis d'autant plus que j'ai l'impression qu'avec cette scène-là de la rencontre avec on va dire la personne qui se situe en haut de leur pyramide, en haut de leur système, j'ai trouvé qu'on rattrapait un peu maladroitement le statut de, je vais dire en rigolant, mais de clochard céleste d'Arthur, qui subitement se dit que ce qu'il fait dans ses activités, sans rentrer dans les détails pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'a pas finalement à avoir de lien avec les hommes de son époque, avec sa propre contemporanéité. Et quand j'ai eu ce moment-là, je me suis dit, oui, bon, d'accord, là, on nous redit qu'il est à part, alors que pendant tout le film, on l'a mis avec les autres. Donc, on nous dit qu'il est à part à ce moment-là, plus que par rapport au don qu'il a. Je sais pas, il y a une sorte de rattrapage, en fait, qui s'opère par rapport à cette scène qui m'a pas forcément plu. J'aurais préféré un personnage à part, vraiment tout du long, plutôt que uniquement par son don, en fait. Et au niveau aussi de tout ce qui est visite, tombe et étrusque, là pareil, bon, on en voit un petit peu, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de lien. Je pinaille bien évidemment, Morgane, mais je trouve qu'il y a un manque de lien avec le passé, c'est-à-dire que en fait, elle essaie de le faire, Alice Rohrwacher, via Arthur qui ressentirait des choses en touchant des objets et qui le rappellerait à son amour passé décédé en le reliant de manière littérale par un fil de laine rouge. Comme un fil d'Ariane. Voilà, vers la Terre, et que ce serait ça aussi qui le connecterait à la Terre. Je sais pas, j'ai trouvé ça à la fois un peu forcé et à la fois que ça manquait de chair et d'universalité. Ouais, je vois, tu veux dire que c'est un peu factice, mais je trouve ça assez beau quand même, en tout cas de terminer même sur ça dans le film. C'est une belle conclusion, je trouve, personnellement, mais c'est vrai que le film se cherche un peu par moments, et finalement la partie avec son potentiel nouvelle amoureuse, pour en fait justifier juste le fait que en fait il est pas prêt à passer à autre chose, et que en fait il est toujours hanté par le fantôme de Benjamina. Je trouve que ça piétine un peu trop. Ça traîne en longueur, Morgane, à la fin avec Italia quand même. Même si j'aime bien le personnage italien en soi, mais bien sûr. Voilà, mais je trouve qu'effectivement c'est des passages un peu moins intéressants et qui viennent un peu parasiter toute la partie qui est plus passionnante effectivement sur ces Tomb Raider, comme on dit, ces tombaroli, ces pilleurs de tombes, et qui sont assez géniaux, hein, la compagnie, et tout le passage aussi avec la guitare, qui d'habitude peut être un passage un peu chiant dans des films parce que c'est côté un peu musical, justement, comme on parlait, un peu iconique, mais je trouve assez belle, assez beau ce passage. Oui, et puis notamment parce que ça rappelle les chœurs dans les tragédies gréco-romaines qui, au début, annoncent en fait ce qui va se passer. On lit la pièce où on y assiste, et on a toujours un peu l'espoir que les choses vont se dérouler différemment, et en fait pas du tout, parce que c'est le fameux Fatum, c'est le destin, quoi. Donc il y a ça dans ce film qui raccroche le film à une certaine forme de littérature, mais c'est pas du tout dérangeant, au contraire c'est très beau, et ça le fait vivre dans une sorte de passé magnifié. Après bon, voilà,
pour moi, c'est un film sympathique sans plus, quoi. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien ce côté justement rapport au conte et à la mythologie qui fait que pour moi le film est un peu plus que sympathique. C'est un beau film, mais c'est peut-être juste un beau film et il manque quelque chose pour en faire un grand film. Mais voilà, je suis assez content parce que finalement, Con Lazaro, j'avais moins aimé que toi, je pense. Je trouve que le film était trop sur son twist en fait. Et enfin, je reposais trop là-dessus. Et d'ailleurs, le prix du scénario était justifié parce que c'était un film qui reposait sur un twist. Mais voilà, je suis assez content. Je me réconcilie un peu plus avec le cinéma de Alice Rohrwacher, qui est quand même une cinéaste italienne qui essaye un peu de renouveler un cinéma qui est à la traîne. Et effectivement, on en a parlé, Bellocchio, Moretti, sont des cinéastes qui ont plus de 70 ans, voire 80 ans pour certains. Et c'est bien de voir des jeunes cinéastes de 40 ans produire des films intéressants. Elle reste une belle voix du cinéma italien et puis elle a sa propre identité, son point de vue. Voilà, enfin, je veux dire, il est pertinent, il montre des choses originales, enfin, des choses que je vois pas forcément ailleurs. Donc, même si c'est imparfait, ça a le mérite d'exister. Puisqu'on parlait de beaux films, Morgane, on va continuer à parler de beaux films avec Augure de Balogi. Né en RDC et vivant en Belgique, Balogi est un artiste, compositeur, rappeur et désormais cinéaste, puisque Augure est son premier film. C'est quoi le RDC ? Alors, RDC, c'est la République du Congo, à ne pas confondre avec... Ah non, je dis une bêtise, justement, je vais la refaire. La RDC, c'est la République démocratique du Congo, la capitale est Kinshasa, à ne pas confondre avec le Congo dit Congo-Brazzaville, dont la capitale est Brazzaville. Ce sont deux pays différents, je me suis tellement fait taper les doigts dessus dans le cadre de mon travail que je l'ai retenu. Parfait. Donc là, pour le contexte. On est en RDC, enfin parce que j'ai cherché aussi pour le résumer. Bref, donc sélectionné au Festival de Cannes en 2023 dans la catégorie Un certain regard, Augure est reparti avec un prix, celui de la Nouvelle Voix, que je ne connaissais pas. Moi non plus, je pense que c'est un prix pour dire c'est un film pour récompenser un premier film. Et concours pour le moment parce qu'on n'en a pas terminé avec les meilleurs films étrangers. On n'a pas la liste définitive. Voilà, pour la Belgique, donc dans la course aux Oscars. Morgane, de quoi parle le film ? Alors, après 15 ans d'absence, Kofi retourne au Congo, donc République démocratique du Congo, pour présenter sa femme enceinte à sa famille, à savoir que sa femme est blanche. Considéré comme un sorcier par les siens, il rencontre 3 autres personnes qui, comme lui, veulent s'affranchir du poids des croyances et de leur assignation. Seule l'entraide et la réconciliation leur permettront de se détacher de la malédiction qui les touche. Alors, avant de parler du film, je crois qu'il faut dire 2-3 mots sur ce que ça veut dire qu'être un enfant sorcier. Notamment en RDC. Comment dire ? Alors, dans certaines familles, les enfants sont rejetés pour, on va dire, certains prétextes. Par exemple, ça peut être, je dis vraiment n'importe quoi, mais un grain de beauté mal placé. Ou là, comme dans Augure, justement, c'est une tache sur le visage. Ces marques sont considérées comme des marques du diable. Et ça fait que les enfants sont rejetés. Alors parfois, ils restent dans leur famille. Là, par exemple, dans Augure, Kofi, il a fui en Europe, mais il a pu rester dans sa famille. Parfois, encore aujourd'hui, en 2023, ça donne des situations assez dramatiques où ces enfants se retrouvent sans domicile et sont recueillis par des associations, par des organismes, en fait, extérieurs à la famille. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces superstitions-là, en Afrique subsaharienne, peuvent avoir des conséquences assez terribles sur les familles, sur les enfants en particulier. Et le film, donc, Augure, parle de ça. Alors, il ne le parle pas sous un angle de drame social, mais en fait, il tente de raconter comment, pour Kofi, et à travers Kofi, comment, pour ces enfants-là devenus adultes, en fait, se sont comme conditionnés à être des enfants sorciers, c'est-à-dire c'est quelque chose qui les a marqués dans leur chair à vie, et comment pour eux c'est très difficile ensuite d'obtenir, d'avoir des relations normales avec leur famille, parce que forcément tout enfant il entend quoi de ses parents, il entend de l'affection, mais comment faire quand ses parents le rejettent et que le premier mouvement en fait des parents, c'est le rejet. Et c'est tout ça que le film aborde, et c'est un sujet que à titre personnel, je trouve assez original, et ça donne
assez beau film, Morgan. Oui, avec des qualités et des défauts. Ses qualités principales, je pense que c'est notamment son univers un peu... Enfin, sa manière de peindre l'Afrique comme à la fois comme quelque chose d'assez moderne, hein. moderne, oui, et contrairement à ce qu'on peut croire de l'Afrique souvent à travers des images ou des films, hein, c'est quelque chose de très moderne et en même temps un peu cauchemardesque parce que effectivement ça reste un pays qui est encore bien ancré dans certaines traditions, croyances ou superstitions, oui. voilà, qui en fait créent des situations comme tu les as évoquées, où notamment on peut aussi parler de sa sœur à Kofi, qui elle est restée vivre à Kinshasa, mais qui cherche justement à partir puisqu'elle est polyamoureuse, et polyamoureux visiblement en République démocratique du Congo ce n'est mal vu parce que c'est un pays très chrétien de ce que j'ai compris. En tout cas où la religion, ce qui est assez marrant parce que la religion est très présente, et en même temps il y a les superstitions qui sont elles un peu plus païennes qui continuent à être présentes. C'est assez, En fait, on sent que c'est un pays fait d'un syncrétisme assez fort, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce mélange de la religion catholique avec ce que ça induit sur la haine de soi, parce que bon, la religion catholique, c'est la haine de soi, c'est la peur du diable, c'est la faute, le péché perpétuel, on le voit dans le film, tout ça est catalysé sur les enfants sorciers et aussi sur toutes les personnes qui sont jugées négativement comme la sœur de Kofi parce que on estime qu'elles ont des comportements potentiellement déviants. c'est ça. Voilà, dans toutes ces superstitions, en fait, dont le pays ne se débarrasse pas, il y a aussi pas mal d'hypocrisie, Morgane, puisque Kofi, en même temps, il est l'aîné de sa fratrie, l'aîné de la famille, et du coup, de lui, on attend qu'il reverse une dot d'un certain montant, parce que on est en Afrique subsaharienne et que l'aîné de la famille doit subvenir aux besoins des autres membres de la famille. Donc à la fois, on le rejette, et en même temps, dans ce rejet, il y a une relation franchement sadomasochiste, puisque derrière, il doit encore une fois faire preuve de magnanimité en donnant suffisamment d'argent pour être peut-être potentiellement estimé un jour. Et tout ça donne une scène, pas d'ouverture, mais disons qui vient un peu après l'introduction, d'exorcisme que j'ai trouvé assez marquante. En fait, c'est même la séquence, mais aussi tout ce qu'il y a avant, en fait, toute l'arrivée de Kofi avec sa femme, la rencontre avec la famille au repas, et ensuite, on se dit pas ça va découler à ça, mais en fait, si, on arrive, vu qu'il saigne du nez sur un bébé, c'est considéré comme un acte de sorcellerie, vu qu'il veut contaminer l'enfant, vu que lui, il a la marque du diable, visiblement, Kofi. Et la scène d'après, effectivement, il se fait exorciser de manière assez violente et flippante. Et voilà, toute cette partie-là est vraiment intense, et je trouve que c'est justement à la fois la meilleure partie du film et celle qui cause un peu des problèmes au film, parce qu'ensuite le film n'arrive pas à revenir à ce niveau-là, parce que là on arrive complètement dans un truc quasi horrifique, sans passer par l'horreur en lui-même, mais ou même par une imagerie un peu fantastique que le film a après un peu quand même, ou onirique en tout cas. Et là on est dans un truc cauchemardesque, mais juste en passant le curseur de l'étrangeté, du bizarre, mais un cran au-dessus. Et je trouve qu'on est un peu dans le cinéma de Jordan Peele là, et c'était sans dire que c'était pareil non plus, hein, mais voilà, Balogi, on a l'impression qu'il a bien compris ça, et en même temps il le fait à sa manière, et ça fonctionne parce que en fait le film est inspiré aussi de sa propre expérience, et en tant que Congolais qui est déraciné et qui vit en Belgique. Et voilà, non, je trouve cette partie assez époustouflante. Après, le film il peine un peu parce que justement le film est en plusieurs parties, chacune centrée sur un personnage. La partie sur la sœur est aussi plutôt intéressante parce que c'est une autre façon de montrer l'exclusion, mais pour le coup plus par un biais justement moins physique, mais plus par des mœurs, et ça c'est plutôt passionnant. La partie la plus faible pour moi, c'est celle sur Paco, qui est à la fois un personnage assez attachant parce que c'est un jeune enfant qui est orphelin, et aussi qui a perdu sa sœur, et en fait on ne sait pas trop pourquoi il est exilé de cette manière, et on suppose qu'il a perdu ses parents, sauf que c'est montré comme une sorte de pastiche d'Hansel et Gretel, en mode africaine en fait, mais je trouve c'est peut-être
trop déconnecté du réel par rapport au reste pour qu'on y adhère complètement, notamment dans l'entièreté du film. Et ensuite, la dernière partie qui recolle un peu donc avec la famille, donc avec la mère qui, pour le coup, est plus intéressante, même si le fait qu'elle arrive après tout ça la rend un peu moins forte, peut-être à mes yeux, même s'il y a quand même sorte de twist où on comprend pourquoi elle rejette Kofi et au final on s'attache à elle mine de rien alors qu'en vrai au début on l'a détestée. Bien sûr. Non, mais peut-être que comme La Chimère, Morgane, en fait, Augure, c'est un film où il y a trop de personnages et trop d'arcs en fait qui se chevauchent et Balogi essaie de les rattacher à un moment donné, mais alors autant Kofi avec sa sœur T'Challa, ça semble naturel hein, de par leurs liens familiaux. Autant, effectivement, avec Paco, ça vient peut-être un peu tard, je trouve, dans le film, au niveau du scénario. Voilà, pour être vraiment justifié, ça aurait dû, à mon sens, arriver plus tôt, ou alors être un peu plus allégé. Je sais pas comment on peut faire mieux, mais en fait, je suis un peu embêtée parce que les scènes avec Paco, je les ai trouvées très belles. La séquence de la maison Hansel et Gretel, elle était un peu horrifique, elle m'a beaucoup plu en soi. Visuellement, c'est peut-être même les plus fortes, je veux dire, parce qu'il y a tout ce côté un peu onirique et cauchemardesque qui est encore plus poussé là. Mais voilà. Tout le film, visuellement d'ailleurs, est très fort. Enfin, moi, j'ai adoré l'univers qu'on voit dans le film. Certaines séquences oniriques, certaines font quasiment clipesques, hein, on dirait des clips musicaux, mais c'est pas un défaut pour moi, parce que ce sont des choses que je n'ai, à titre personnel, pas souvent, voire jamais vues au cinéma, en fait. Donc, ne serait-ce que pour son originalité, c'est très bien que ce soit montré. Après, la partie que j'ai trouvée intéressante avec Chal, la sœur de Kofi, c'est que, en fait, c'est un personnage qui est moderne de par son orientation sexuelle et son polyamour, et en même temps, dans ses difficultés, au final, elle fait ce que Kofi lui-même ne fait pas, c'est qu'elle se retrouve à se raccrocher aux superstitions de sa propre culture. C'est-à-dire que donc son amant a contracté une MST et au lieu de chercher à la soigner par les voies, on va dire, traditionnelles de la médecine scientifique... Médicale, quoi. Voilà, oui, oui, c'est ça. Enfin, par des médicaments ou que sais-je. Par une voie médicale. Voilà, parce qu'on nous dit pas ce que c'est comme MST. Elle va consulter une espèce de... chaman. Ouais, de chaman, d'homme qui fait du vaudou. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, qui pratique un rituel visant à expier leur faute morale, comme si la gonorrhée ou le chlamydia ou que sais-je, bon, c'était le problème de la morale. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant parce que ça reproduit, via ces superstitions-là, la scène de l'exorcisme qu'on a au tout début. C'est une scène qui se veut en miroir. Même si elle est moins traumatisante pour le coup. C'est ça. Elle est plus ridicule en fait que traumatisante. Complètement. Alors là aussi, pour moi, on a... encore une fois, comme La Chimère, on a un petit souci de rythme. Mais c'est aussi parce qu'on a les séquences de l'arc Paco qui se chevauche avec l'arc Kofi, qui se chevauche avec l'arc de sa sœur. Donc bon, tout ça nous perd un peu. C'est des films un peu gourmands, les deux, c'est vrai, ouais. Je trouve, malgré encore une fois de très belles scènes, et aussi des choses culturellement qui marquent leur différence, comme l'électricité qui est coupée le soir, et du coup ça devient une réunion communautaire autour d'un centre où on peut brancher son téléphone et tout. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez sympas. Après, j'ai aussi subi une espèce de trop-plein via le film. Oui, le film sature aussi, notamment par son montage. Je trouve que, bon, il y a justement, le côté clipesque, il se ressent aussi là, tu vois, par moment. Où, alors, il y a des fois des coups de génie dans le montage, quand on passe d'une séquence à l'autre, où il y avait un côté un peu notamment la réunion de famille qui vire au cauchemar, et d'autres moments qui sont un peu plus redondants, ou alors quand il part revoir son père, parce qu'il le cherche en fait, son père, il le verra jamais d'ailleurs, qui était censé travailler à la mine, et il le voit jamais, il revient plusieurs fois, c'est un peu redondant, et je pense qu'au niveau du montage on aurait pu s'en passer, mais voilà, je pense qu'il
en fait, c'est marrant, le film fait 1h30, et moi, je t'ai dit, à la fin du film, je crois qu'il dure 1h50, et en fait, effectivement, il donne cette impression-là, parce que, voilà, cette sensation de trop-plein, elle se ressent vraiment, alors que pour un film d'1h30, on aurait dû dire, ah, bah, c'était court quand même. Et en fait, non, je pense que le problème de Balogi, c'est peut-être que il a beaucoup de bonnes idées, mais il y a des bonnes idées qui auraient été peut-être mieux à côté. Peut-être que le film sur Paco, ça aurait donné un meilleur film s'il avait été mis à part dans un autre film, ou alors même un film juste sur Paco et sa sœur qui sont attaqués par une sorcière, un truc un peu une variation sur le conte de Grimm, sur le conte une version folk horror africaine, ça aurait été génial quoi. Hansel et Gretel. Si ça avait été un film que sur ça aurait peut-être été plus passionnant, alors qu'on aurait pu se contenter de la trilogie de la famille, c'est-à-dire le fils, la sœur et la mère, et encore, même à l'intérieur de ça, il y a des petits défauts, mais je trouve que voilà, le film aurait pu être mieux, mais c'était déjà très bien pour un premier jet notamment, et le film mérite d'être vu quoi. Oui, et cela dit, j'allais dire, dans Augure, pour un premier film, je trouve qu'il y a de très bonnes idées de cinéma. Par exemple, certes, c'est pas mené de la meilleure des façons, la redondance au niveau du père absent, mais le fait que, sans spoiler non plus le film, ce père, on le voit vraiment jamais, alors qu'il se passe des choses vis-à-vis de lui, je trouve ça assez intéressant, parce que, bon, dans son absence aussi, ça a beau être, on va dire, assez traditionnel, il dit aussi quelque chose de la manière dont Kofi peut s'identifier à son père, à des figures masculines. Bon, bah, il est jamais là, du coup, pour lui, c'est d'autant plus compliqué. Il y a une autre idée de cinéma que j'ai beaucoup aimée dans Augure, c'est la façon dont Balogi mélange le rêve et le réel. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont des rêves, et dans la transition vers le réel, c'est tellement fluide que les deux se confondent, sans dire de quelle manière exactement, mais on n'a pas un personnage qui rêve, qui se réveille et qui va faire quelque chose dans le réel. Il rêve et il fait quelque chose dans le réel. Et j'aime bien cette manière-là, en fait, de jouer avec le cinéma, parce que ce sont pas forcément des choses qu'on retrouve ailleurs dans la littérature, par exemple. Là, il utilise vraiment l'image pour ce faire, et c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans le film. Ouais, même si dans cette séquence, je pense notamment à la mère qui en fait se retrouve dans la mine de charbon, où elle revoit Kofi porter un cercueil. Je suppose que même cette séquence n'est pas réelle, en fait. C'est juste que, en fait, elle témoigne de quelque chose qui a dû se passer réellement, je pense. Bien sûr. Voir Kofi avec le cercueil, mais je suis pas sûr que c'était à la mine de charbon. On y croit quelque part, oui. Un peu, parce que pourquoi pas, tu vois. Mais bon, voilà, c'est assez passionnant la manière dont il traite cette séquence-là. Ouais. C'est vrai que là, il y a du cinéma, on peut le dire. Non, mais c'est vrai. Et encore une fois, pour un premier film, c'est plutôt bien, quoi. Oui, et puis ça donne envie de voir ce qu'il va faire par la suite, s'il veut faire d'autres films. Mais je pense qu'en tant que chanteur, parce que c'est un chanteur, tu l'as dit, aussi un peu plasticien, il fait des costumes. C'est lui qui fait les costumes du film avec quelqu'un d'autre, je crois, j'ai vu dans le générique. C'est un peu un artiste total, quoi. Voilà, complètement. Et je pense que voir la suite de sa carrière en tant que cinéaste peut être passionnant, ou alors ça se trouve ça s'est raté, mais j'espère que ce sera réussi pour lui. On passe à un film, Morgane, qui n'a absolument rien à voir, qui est resté à l'affiche pendant 48 heures. Alors le titre exact c'est quoi? C'est Shin Godzilla Minus One? Non, c'est Godzilla Minus One. Oui, voilà, Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. Film du 70e anniversaire de Godzilla, donc Godzilla Minus One a bénéficié, comme tu l'as dit, d'une courte exploitation de... Alors c'était 48 heures ou un peu plus je crois, entre le 6 et 8 décembre, dans les salles principalement Pathé Gaumont, mais aussi dans le cadre de festivals tels que le Paris International Fantastic Film Festival, ou PIF pour les puristes, ou le festival Kino Taiyo, si je dis bien, qui célèbre d'ailleurs la culture japonaise. Alors juste Morgane, parce que je me pose la question, même si je m'y connais un peu comme toi, mais comment c'est possible de sortir un film sur 3 jours en France? Enfin, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi c'est pas plus? Pourquoi je crois qu'avoir lu que c'était une société néerlandaise qui avait fait ça, mais... Alors, la société néerlandaise, je crois que c'est celle qui a les droits en Europe du film. Et Pathé les a repris pendant 48 heures. Alors je sais pas dans quel cadre, s'il y a des gens qui savent, je suis preneur. D'ailleurs je pense que je me renseignerai un peu plus tard là-dessus, mais effectivement... Parce que c'est inhabituel, non? Non, c'est un cas assez exceptionnel, mais après on a le droit de faire ça éventuellement pour sortir des films sur un laps de temps court. C'est une autre forme de... Comment dire, c'est hors commercial, c'est hors billetterie CNC notamment,
Donc voilà, c'est plutôt une occasion assez extraordinaire. Après, je pense qu'ils ont voulu aussi rebondir sur le fait que le film marche bien au Japon, aux États-Unis aussi. Il y a déjà 15 millions de dollars de recettes, je crois. On verra si en France il a bien marché sur ces 48 heures. Je pense sur que ces 3 jours, pardon. la plupart de ces séances ont dû faire ça le comble, je pense. En tout cas, oui, et peut-être aussi parce qu'il y a le festival Kinutayo. Enfin, je veux dire, il y a tout un principe de célébrer le Japon en ce moment. Donc voilà, c'est peut-être dans ce cadre-là, notamment. Donc voilà, fort d'un carton dans son pays d'origine, comme je disais, et donc aux États-Unis, je crois que d'ailleurs il a battu le score du meilleur, du plus grosse recette pour un film japonais aux États-Unis. Et d'ailleurs, il se voit actuellement présélectionné dans la shortlist des films concourant pour les meilleurs effets spéciaux aux Oscars. Godzilla Minus One est donc le nouveau rejeton d'une série légendaire de l'histoire du cinéma, véritable icône de la culture japonaise depuis le film d'Ichiro Honda de 1954. On se rend peut-être pas compte en France, mais Godzilla, c'est une resta au Japon. Hein. Tu l'avais vu, toi, le film de 54, le tout premier Moi, film je l'ai étudié Godzilla en cours et je l'ai vu, donc oui, c'est... voilà. Donc tu le connais bien. Celui-là, je le connais bien, la musique, je la connais bien. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on l'entend dans Minus One, j'étais c'est la musique de Godzilla. Après, j'avoue, j'ai pas regardé des masses de tous les films de Godzilla. J'en ai vu 2-3 autres, je crois. Je suis pas un fan de kaiju comme certaines Alors, personnes. kaiju, pardon, il faut dire ce que c'est. Ouais, ça veut dire monstre. Donc, c'est un film de monstre. D'ailleurs, c'est gros monstres plus que monstres. Hein. C'est pas des yokai, c'est des gros monstres. Alors, les yokai, c'est quoi? Il faut dire aussi. C'est des créatures un peu du folklore japonais, notamment des démons, des choses comme ça. Et donc, kaiju, c'est des monstres hors normes, Oui, c'est ça. Donc, ça peut être des monstres marins. Et donc, Godzilla, c'est d'ailleurs un peu un monstre marin aussi. Godzilla, parce il sort de l'eau. C'est une sorte de dinosaure? Oui, ça ressemble à un dinosaure, oui. Et donc, oui, voilà, c'est une vraie star là-bas. Donc, le film fait suite chronologiquement à Shin Godzilla, tourné en 2016. À savoir qu'en fait, il y a la partie film japonais et la partie film américain. Et les films américains ont leur propre chronologie et univers qui est la leur. Et au Japon, voilà, je crois qu'il y a une trentaine, voire un peu plus de films Godzilla qui ont été faits au Japon. Donc, c'est quasiment on va dire une figure divine au Japon, comme peut l'être Pikachu pour les Pokémon. Ouais, mais je crois qu'en France, on n'a pas d'équivalent. Peut-être Fantomas. Non, mais on n'a pas le même rapport à la culture. Attends, les gendarmes et les gendarmettes. Les gendarmes, après, il y a eu les gendarmes et les gendarmettes. Ah, Saint-Tropez, mais non, mais c'est pas non, mais je veux dire, comparable. sur 6 ou 7 films. Ah, d'accord. Non, moi, je croyais que tu parlais pas tant en termes de nombre de films, Morgane, qu'en termes de culte par rapport à des monstres. Non, c'est une icône. C'est une icône, okay. Godzilla, là, au Japon. Je crois qu'on est les premiers à critiquer, à faire une comparaison entre Godzilla et les gendarmes et les gendarmettes. J'espère que nos auditeurs retiendront bien ce parallèle. Non, mais j'essaie de comparer sur une saga cinématographique française qui ait pu avoir un équivalent au Japon. Mais non, alors, pas du tout. Moi, j'en étais un, les adaptations de la vie de Napoléon. Oui, voilà, ou oui, l'adaptation de Napoléon, c'est vrai. Mais c'est des adaptations, c'est encore différent. Et donc Shin Godzilla a été tourné en 2016 et le film donc, de Takashi Yamazaki, pour le coup, est un peu différent parce que, bon, c'est pas. D'ailleurs, les Godzilla ne se suivent pas vraiment, il y en a certains qui se suivent et d'autres pas du tout. Et celui-là, donc, il fait un bond en arrière dans l'histoire, il se passe au Japon de l'après-guerre, au lendemain de la défaite des forces de l'Axe, donc, dont faisait partie le Japon avec l'Allemagne et l'Italie. Et donc, c'est une sorte de préquel du film de Ichiro Honda de 1954. C'est une sorte de préquel, Morgane, ou c'est un préquel tout court? C'est pas un vrai préquel parce qu'en fait, dans le Godzilla de 1954, c'est la première apparition de Godzilla, donc les gens sont étonnés de le voir, ils sont comme dans le film là actuel. Je viens de le comprendre, c'est un peu compliqué ces histoires pour les gens qui sont pas fans. En fait, ça pourrait être un reboot si on veut, parce que ça. Alors c'est quoi un reboot? Un reboot, c'est un film qui pourrait relancer les origines de la saga, parce qu'en fait là, au lieu que ça se passe presque 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe 1 ou 2 ans après, ça se passe en 47 je crois le film, où le Japon est encore ravagé, alors que dans le Godzilla de 1954, c'est le Japon qui est reconstruit
et Godzilla qui arrive pour refoutre le bordel. Et là, les spectres de la guerre revient, l'atomique, etc. Là, c'est vrai que le Japon n'est pas tout à fait reconstruit, mais on y reviendra quand je parlerai du résumé. D'où le titre Minus One, justement, parce qu'on l'a bien expliqué en ouverture du film, quand on allait le voir, ça s'appelle Minus One, pas parce qu'il est petit, ou ça veut dire... Moi, je croyais au début que c'était parce qu'il était tout petit. Ça veut dire -1, parce qu'en fait, on revient en fait, au niveau -1, c'est-à-dire à la guerre, enfin à la guerre, en fait, parce que l'après-guerre, c'est censé être Japon année 0. C'est pas un film Godzilla qui se passe dans un parking. C'est comme... tu me fais rire. C'est comme Allemagne année 0, le film de Rossellini, donc l'Allemagne après la guerre. Et là, en fait, c'est pas le Japon, c'est le Japon qui revient avant l'après-guerre, voilà, à la guerre, quoi. Et donc, pour le coup, ce film est un événement au-delà des 70 ans, parce que c'est le Godzilla le plus cher de l'histoire, avec des effets spéciaux assez fous pour un film du Godzilla. Morgane, le Godzilla le plus cher de l'histoire à l'échelle du Japon. Ah oui, non, je parle que le Godzilla japonais. On ne parle pas des films américains qui coûtent 200 millions. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai bien introduit pour mettre en place notre analyse du film. Alors juste Morgane, pour dire pourquoi on dit le film, alors soi-disant il a coûté 15 millions de dollars. Récemment, le réalisateur lui-même, Takashi Yamazaki, a dit qu'il n'avait pas coûté autant. Donc bon, c'est effectivement un budget cher, mais en même temps pas si cher par rapport aux films américains. Donc le résumé, oui, comme tu l'as dit Morgane, on est tout juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le Japon. Japon totalement détruit, laminé, ensanglanté, qui pense ses plaies. Non, c'est pas un morceau de rap. En pleine donc reconstruction massive, un autre péril s'annonce pour le pays du soleil levant, en la créature de Godzilla, donc qui est ce monstre invincible que rien ne semble pouvoir atteindre. Cependant, Koichi, qui est un ancien kamikaze qui a déserté durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il ne voulait pas mourir, jure de racheter sa dette en faisant tout pour détruire Godzilla, au risque de perdre la vie pour de bon cette fois-ci. Je crois que j'ai fait un bon résumé. Très bon résumé, parce que tu mets bien en exergue l'importance du personnage principal, notamment, puisque c'est un peu, je trouve, un très bon personnage. Pour un film Godzilla, on n'est pas trop dans le cliché, c'est plutôt un type de personnage qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas dans des productions de ce type, qui est un blockbuster à l'échelle du Japon, où en fait, effectivement, on a un personnage de déserteur. On sait qu'au Japon, notamment au moment de... Ah bah c'est la honte d'avoir déserté. Oui, déjà, chez nous, on savait, notamment il y a eu les Sentiers de la Gloire qui montraient ça, les déserteurs ont fait... certains ont été exécutés lors de la Première Guerre mondiale. Au Japon, effectivement, les kamikazes, notamment vers la fin de la guerre, où en fait, ils savaient qu'ils allaient perdre. Il y avait eu notamment Nagasaki et Hiroshima, mais voilà, il fallait, pour l'honneur, jusqu'au bout combattre, et au point où c'était absurde, et sacrifier des jeunes dans des avions... voilà, c'est terrible, et c'était la honte si tu revenais vivant en fait au Japon à ce moment-là. Et effectivement, c'est le cas de Koichi, et il a cette honte qu'il a en lui pendant tout le film. Et on sent que en fait il n'a pas fini la guerre, c'est un peu Rocky. Non mais c'est ça. Non mais la guerre se joue Rocky, encore dans sa tête, c'est vrai. Rambo, c'est un peu Rambo qui n'était pas revenu de la guerre du Vietnam. C'est un peu le même principe, et ça l'empêche, je veux dire, d'avancer, parce qu'il a une relation amoureuse, enfin platonique pendant un certain moment, même si on se rend compte qu'il a des sentiments avec une autre. Une jeune femme qui est une vagabonde dans les rues de Tokyo reconstruit, et ils ont une sorte de noyau familial qu'ils ont créé avec un enfant qu'ils ont recueilli, qui a été abandonné par sa mère. Oui, une famille un peu composite, Morgane, qui est à l'image même de la guerre qu'a vécue le Japon. Il y a cette femme, effectivement, on se doute qu'elle a perdu toute sa famille, ses parents, ses sœurs, ses frères, ses cousins, peu importe, et qui est avec un bébé qui n'est pas non plus le sien, qu'elle a recueilli de parents en train de mourir. Enfin voilà, je veux dire, le background est relativement dur. Enfin, je veux dire, on rigole pas beaucoup au début du film. Enfin, on rigole pas tout court même, mais voilà, ce sont des situations assez dramatiques. Et Godzilla vient rajouter une surcouche de problèmes à tout ça, parce que, alors, moi, il y a des choses que j'ai pas forcément saisies, mais tu vas peut-être éclairer ma lanterne, Morgane.
Godzilla représente la menace nucléaire, c'est ça? Parce qu'il est beaucoup question de nucléaire dans le film à travers la manière qu'a Godzilla de lancer une espèce de faisceau laser sur Tokyo notamment. Mais en même temps, j'ai du mal à voir le lien entre le nucléaire et Godzilla parce que je connais pas bien la créature. En fait, ce qu'ils nous disent d'ailleurs dans le film, au début, sa première apparition sur l'île au large du Japon. C'est l'île Odo de mémoire. Oui, c'est une sorte de créature mythique qui vient des fonds marins. Et quand il ressurgit, il attaque les gens les militaires. Et après, il redisparaît. En fait, il revient parce qu'il y a eu des... c'est le même cas dans le premier Godzilla. Il n'y a pas ce côté, il est déjà là, mais en fait, il y a des essais nucléaires par l'Amérique et en fait, ça produit une mutation de Godzilla qui était déjà été une grosse créature et là, ça devient une créature titanesque qui, en plus, a une faculté, on va dire, il peut lancer des rayons laser nucléaires ou atomiques, comme on veut, et lui-même est une sorte de créature irradiée qui, en fait, une fois qu'on l'attaque, repousse, il meurt vraiment jamais, en fait, c'est compliqué de tuer. Donc, en fait, c'est un peu Godzilla, tu me dis si je me trompe pas, dans ce film encore plus, une allégorie de l'occupation américaine sur le Japon. C'était déjà dans le film de 54. Hein. Oui, non, mais c'est pour bien comprendre où on se situe, et ça l'est d'autant plus que les États-Unis n'envoient pas leur aide pour aider le Japon face à Godzilla, parce qu'ils sont aux prises avec la Russie dans un contexte de guerre froide. En dehors de ça, donc, juste le Godzilla, on a un film qui est avec un budget moindre que les grosses productions américaines. Je trouve que ça se ressent pas du tout sur la créature. Alors, on la voit que 3 fois. Quand je dis 3 fois, c'est à l'occasion de 3 séquences dans le film, pour lesquelles on va pas spécialement rentrer en détail pour ne pas spoiler. Ce sont des grosses séquences. Alors, en fait, c'est plutôt 4 si on compte l'intro. Des gros morceaux. Mais, l'intro, ce qui fait un peu Jurassic Park, d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas une taille titanique, mais après, oui, c'est ça. Mais à chaque fois qu'on voit Godzilla... moi, je l'ai trouvé très bien fait, que ce soit dans le déclenchement de son faisceau laser, dans ses épines dorsales qui s'agitent et s'ouvrent, pour le dire la manière la plus imagée possible, lorsqu'il se sent provoqué, que ce soit dans son regard, dans sa démarche, on sent le danger, on sent l'angoisse qu'il génère, on sent aussi la veine cauchemardesque en fait de cet univers, et qui se retrouve également dans les décors. Alors j'ai beaucoup aimé le fait qu'on montre un Japon détruit, mais alors vraiment détruit quoi. Je veux dire. C'est bidonville. Hein. Voilà, c'est des bidonvilles. On voit des tôles, on voit limite des plafonds. La pluie elle tombe, ça perce des trous. Je veux dire, on voit un Japon comme je trouve on l'a rarement vu au cinéma. En tout cas, en cinéma récent. Oui, voilà, ou cinéma de blockbuster en fait. Voilà. Parce qu'on l'a vu dans des films de Kurosawa, dans des Bien films sûr. de Imamura, Pluie Noire, de ce Japon ravagé, mais effectivement dans un film à grand public, c'est une sorte de violence en fait visuelle. C'est la violence de l'histoire, mais c'est tout le principe de Godzilla en soi. C'est censé être un film de monstre. C'est pas forcément grand public, mais un peu quand même de masse pour la masse, mais ça parle quand même de sujets qui sont très graves et intimement liés à une histoire très violente pour le Japon. Et effectivement, c'est tout l'intérêt du film, je trouve, c'est cette manière de à la fois faire hommage et en même temps de remoderniser en fait la vision qu'on a parce que c'est encore plus violent parce que le film de Honda c'était déjà un Japon reconstruit, alors que là en fait déjà que le Japon est plus là il a pas eu le temps d'être reconstruit et il se fait défoncer la tronche quoi. C'est ça, non mais c'est un château de cartes qui est déjà détruit. On souffle en plus sur les cartes quoi. Et justement les personnages c'est encore plus misérabiliste, c'est encore plus compliqué pour eux de s'en sortir. Le personnage de Koichi il est obligé de travailler dans un truc de déminage des mines justement posées par l'Amérique, parce que sinon il peut pas subvenir aux besoins
besoin de sa fille, entre guillemets, et sa femme, entre guillemets, et de le sien aussi, parce que le salaire n'est pas bon, donc il fait ça. C'est donc super, il a un métier à haut risque. c'est super dangereux, mais bon, il est bon dans son truc, donc ça va, il s'en sort, mais voilà. On le voit, les personnages, c'est une pratique d'entraide, mais en même temps, il y a du vol, il y a du recel, parce que c'est la misère, donc, et les gens se poursuivent, parce qu'au début du film, c'est comme ça qu'il rencontre sa future amoureuse, voilà, enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais... c'est Noriko. Noriko, merci, oui. Et donc, du coup, effectivement, c'est une vision assez crue et violente. Et là-dessus, je trouve que c'est ce qui est plus intéressant dans le film, avec effectivement les effets visuels. Et d'ailleurs, on le sait, c'est un réalisateur qui travaille sur les effets visuels de son film, ce qui fait qu'il est à la fois à l'écriture, à la réalisation et aussi à la réalisation des effets spéciaux. Les effets spéciaux. Et effectivement, c'est assez impressionnant, sachant le budget du film, et il y a des séquences qui pourront faire la nique à ce qu'on peut voir dans le cinéma américain, notamment la scène de fin, notamment où il tourne autour de Godzilla avec un bateau. La séquence est assez remarquable, avec l'avion aussi qui lui fonce en pleine gueule. C'est une vraie scène d'action avec une vraie mise en scène de la tension, et là on est dans du grand cinéma, de grand spectacle. Après, bon, le film a ses défauts, notamment son côté un peu naïf et un peu larmoyant, et un peu aussi un peu un fond nationaliste, on peut dire, mais c'est un peu l'ambivalence du film en fait. Mais c'est vrai que il y a alors effectivement sur les effets spéciaux, souvent Morgane, toi et moi, on a critiqué la manière de gérer les scènes avec de l'eau, les scènes maritimes, qui est pas extraordinaire. Bon, là, il y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, elles sont suffisamment bien faites pour qu'on puisse dire « Ah bah oui, là, le défi, il est réussi. » Et même à l'image du film... Après, c'est vrai qu'on rentre pas dans l'eau, mais... Un peu aussi quand on le voit plonger, oui. Mais ça reste léger, mais... Bon, il s'en sort, quoi. Il s'en sort mieux que d'autres films en la matière. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a une économie de moyens qu'on perçoit aussi, comme on l'a dit, dans le nombre d'apparitions de Godzilla dans le film. Mais on y croit, et ces apparitions sont suffisamment impressionnantes pour pas qu'on se sente non plus lésé par rapport au film, au sujet du film, à l'objet de ce blockbuster. Après, derrière, effectivement, les histoires, c'est un peu tire-larme. Il y a des choses qui sont convenu, enfin, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon blockbuster, mais Godzilla Minus One n'est pas un chef-d'œuvre. Il y a des choses, alors forcément, on parle, Morgane, toi et moi, en tant que personnes qui avons l'habitude de voir des films, mais il y a des choses qui sont prévisibles, c'est-à-dire on nous dit que des événements se sont passés de telle manière, et en fait, pas du tout. Bon, on s'en doute d'emblée. Il y a des grosses ficelles. Voilà, il y a des grosses ficelles, c'est ça. Nous, on les voit. On va nous dire, mais non, pas du tout. Enfin, nous, on les voit. Je pense que beaucoup de gens les verront. Après, c'est pas grave, parce que le spectacle, il est assez sympathique. Mais c'est vrai que c'est des grosses ficelles pour faire un peu une sorte d'attentat à l'émotion. Voilà, c'est un peu facile dans la même veine. Tous les personnages semblent tout droit sortis d'un manga, dans leur look, dans leur style, dans leur manière de parler. Au bout d'un moment, ça m'a un peu fatiguée, mais c'est pas grave, ils sont attachants, ils sont sympathiques. C'est un cinéaste qui a fait beaucoup d'adaptations de manga, justement. Et ça m'étonne pas. C'est peut-être lié à ça aussi. Bien sûr, parce que là, j'ai eu l'impression de voir l'équipage de Luffy dans One Piece en train de s'attaquer à un dinosaure. C'est assez marrant, beaucoup. C'est amusant, mais sur 2 heures quasiment de film, c'est un peu usant à la longue. Je trouve. Même si on s'attache quand même au personnage, mais... Bien sûr. Après, voilà, c'est un bon film, je veux dire, c'est sympathique, mais il n'y a pas grand-chose non plus à en dire de plus, quoi. Si peut-être sur une critique un peu ambivalente du Japon, je ne sais pas trop où situer Godzilla Minus One, c'est-à-dire que d'un côté... En fait, il y a une critique du Japon militariste, et d'un autre côté, pour pouvoir achever la bête, il faut avoir recours aux outils et à toute la machinerie militaire. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, pour moi, c'est pas un film totalement antimilitariste. Et de manière générale, je pense même pas que ce soit un film avec un propos politique. Je veux dire, il faut pas chercher midi à 14h.
Non, alors si, pour défendre un peu une forme de Japon. Enfin, il y a une forme de nationalisme, mais il y avait déjà ça un peu dans le film de Honda. C'est le Japon qui a subi des traumatismes et il est livré à lui-même contre. Et regardez, c'est la faute de la politique. Et ce qui est normal en soi, mais ah oui, et du coup, ça anime une forme de fierté. Il faut combattre Godzilla avec. Mais c'est pas du nationalisme, effectivement, un peu crasse, un peu limite facho, tu vois. Je veux dire, c'est pas du tout cette forme de nationalisme, c'est plutôt une fierté nationale, mais non, pas c'est plutôt dans l'idée d'entraide. de refaire communauté, Voilà. de refaire quelque chose ensemble, un vrai projet de défense pour tous et pas pour mourir inutilement quelque part. D'autant plus que le Japon, bah, effectivement, il y a ce côté un peu, il faut travailler tard au travail, enfin, il faut faire plein de choses, mais il y a aussi ce côté un peu déshumanisé des liens entre les gens au Japon, et je pense que peut-être qu'avec, à travers cette entraide, notamment chez les gens qui sont pauvres, hein, dans le film, il y a ce côté un peu, voilà, de vouloir remettre en avant une forme de Japon qui aujourd'hui est un peu inexistant, quoi. Bien sûr. Et voilà, Et même qui si est d'ailleurs dans un Japon qui est en train de vieillir de plus en plus, oui. alors que dans le film, on a surtout affaire à la jeunesse. Oui, d'ailleurs, le film insiste beaucoup sur nous, on va combattre Godzilla, toi, tu dois rester parce que t'es la jeunesse, t'es le futur. Et en fait, bon, bah, après, on se rend compte qu'il revient. Mais voilà, et même si tout ça, c'est quand même dans une forme de film avec beaucoup de scènes dialoguées qui sont pas très intéressantes. Et effectivement, ça donne un film un peu à la fois spectaculaire et un peu chiant par moments, mais le film est de qualité et j'espère qu'il arrivera quand même à sortir d'une manière ou d'une autre en France. Alors je suis pas sûr qu'il sortira en salle, mais il sera certainement disponible en DVD et sur un service de streaming. On ne sait pas, on verra. Non, mais bien sûr, je sais pas si c'est probable ou pas, j'ai pas la science infuse à ce sujet, mais autant les sorties événementielles sur 3 jours, c'est sympathique, autant... Bon, bah, c'est valable pour tous les films. Enfin, je veux dire, tout film mérite de sortir au cinéma, sur grand écran. Et là, pour un film qui, en l'occurrence, est un blockbuster plutôt de bonne qualité, il le mérite d'autant plus. Donc, on ne peut que l'espérer pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Tu voulais ajouter autre chose, Morgane, sur Godzilla Minus One ? Moi, j'ai fini. Je pense qu'on a fait le tour sur le film. Pour le 30e épisode, comme on l'a dit en début d'émission, on abordera nos tops de l'année, nos top 10 de l'année. Donc ce sera un épisode assez costaud. Ce sera un bilan de l'année avec un top 10, ouais. Sur lequel on reviendra. Donc, pour le programme cinéma, donc, on s'est dit qu'on parlerait sûrement de la suite des Trois Mousquetaires avec Milady. Bah, on a fait le premier, alors on n'allait pas faire le deuxième. Il le faut. Hein. On parlera de Past Lives. Oui, aussi. Alors ça sera enfin l'épisode où on parlera de Past Lives après des échecs. On parlera aussi sûrement de Wonka avec Timothée Chalamet. Ouais. Et pour la SVOD, VOD, on verra. Peut-être on s'en dispensera, ça dépendra de la durée de l'épisode. Effectivement, et effectivement, si on ne fait pas de film VOD, SVOD, on parlera plutôt de le film de Rolf de Heer, Survival of Kindness. Mais je crois qu'il y avait Saltburn qui était prévu. Tout à fait. Donc... Alors ce sera Saltburn. Oui. Nous verrons Saltburn et nous en parlerons. Quoi qu'il en soit, si vous voulez nous aider, nous supporter financièrement, tout ce que vous voulez, tous les liens seront dans la description de cet épisode, comme ils le sont dans la description de tous les épisodes d'Arrêt Caméra. N'hésitez pas, nous sommes toujours à l'heure actuelle bénévoles, peut-être pour plus longtemps, qui sait. Qui sait, oui. Rêvons toujours. D'ici là, on vous dit bonne écoute. Et à la prochaine, à dans 15 jours, pour le dernier épisode de l'année 2023. Ouais, pour le 30e épisode, donc à dans 2 semaines.